Bien, bien, bien. Ah, elle est venue, elle va se le docteur. Docteur Munguru. C'est Munguru, non? Comment t'es pas? Voilà, ça va? Il y a un DJ parmi nous aujourd'hui. C'est docteur? Oh, Michel Amadou Kounaté. Ok, d'accord. Allô? Oui? Uh-huh. Il n'y a pas de problème. Ça, ça nous aussi votre micro. Adjaraki, introduis chèque. Je vais boire là, s'il vous plaît. Il y a de l'eau à boire. Ton problème, c'est quoi? Un travail de groupe ou un travail individuel? Hervé interprète. Il est en train d'interpréter ça, non? Voilà, c'est ça même. C'est un travail de groupe. Ok, donc, individuel. ça va? Où est Campi? Elle est en ligne. En ligne? Et pourquoi elle est en ligne aujourd'hui? Non, elle a déplacement. Ah, d'accord. Et son mari aussi là. Ah, son mari est là. Donc, c'est de place à son mari. Deuxième mari. Ah bon? Déjà, mari commence. D'accord. Lui, là, le nouveau? Je ne suis pas nouveau. C'est quel nom? C'est votre deuxième groupe de l'époux? Je suis depuis tout le monde, mais seulement en ligne. Oh, en ligne. Donc, c'est votre premier cours en présentiel. Je viens maintenant à la recherche au début, je viens en présentiel. Et celui qui se plante là. Votre Zaki. Oh, Zaki, oui. Donc, comme il est venu s'asseoir à la place de Mamadou, Dr Mamadou Diallo, donc quand vous changez de place, le nom change dans cette. Voilà. Ok. Donc, Dr Kamat, n'est-ce pas? Zamzatou, n'est-ce pas? Djelika, n'est-ce pas? Dr Diara, n'est-ce pas? Et lui là-bas. Je connais le mari. Oui, le mari fictif. Le mari occasionnel. Ok, toi. Docteur Nyang. Nyan. Ah, d'accord. Vous parlez wolof? Ah? Ah, d'accord. Nyan, c'est pas wolof? C'est quel? Ah, Diawando. Ah, d'accord. Voilà. Ok, oui. Non, docteur Bao, vous êtes le numéro 2. Mais le numéro 1 qui est là-bas de l'autre côté à Montserrat, il est très fort. Il fait des exposés impeccables. Je pense que vous êtes comme lui. Ah, lui, il a fait un exposé impeccable en soulignant, en suivant le plan. Et non, c'était ça pour moi. Voilà. Donc, quand j'ai vu Bao aussi, je pense que certainement c'est là comme son frère de l'autre côté. D'accord. Mais Bao, c'est la sautage de Bao d'où? Oh, oui, tu avais dit ça. Ok, d'accord. Ok, donc on va commencer. Bien, bonjour tout le monde.
Et docteur Mamadou, pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Diallo. Ah, bon, Diallo. Il était au bloc. Il est au bloc. Ah, d'accord. Donc, il est au bloc pendant les dimanches et le samedi maintenant. Ah, d'accord. Ok, ça me va. Merci. Ok. Professeur Faboulet, les malades de l'accélère. Bonjour. On commence. Quels sont ceux qui doivent exposer aujourd'hui? Ah, d'accord. Donc, c'est tout. Ok, merci. Voilà. Exposez, s'il vous plaît. Selon Clément. En tant que Clémence. En tant que Clémence. Ok. Mention que j'ai, m'arrête. C'est le mieux de vous arrêter. Ok. C'est pour l'animation. Généralement, c'est pas comme ça. Ouais, aujourd'hui, là. Voilà, aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude. Ok, donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde et merci, professeur, Oui, bonjour. de nous avoir donné la chance de présenter des thèmes dans les cours de méthodologie. Ouais. Donc, bonjour la classe, bonjour les madames de l'extérieur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le groupe 1. Oui. Nous sommes chargés de vous faire et de partager avec vous quelques recherches par rapport à l'introduction qui sera faite par Adjara Kanté, la problématique par rapport à la méthodologie de la recherche qui sera, moi-même je vais animer ça, et la question des recherches par Dr Flamand Koulibaly, les objectifs de la recherche par Dr Ibrahim Kassambara, les hypothèses par Chebou Diallo et enfin les propositions par Amadou, notre collègue Amadou Konaté qui est en présentiel. Donc, il y aura 4 personnes en ligne qui vont présenter et 2 en présentiel. Donc, merci. On va commencer par Madame Kone Adjara Kanté. Adjara, vous avez la parole. Ok, bonjour, professeur. Bonjour, comment allez-vous, Adjara? Oui, ça va. Bonjour, la classe. Bien. Si tu peux augmenter un peu de volume, madame. Ok, j'ai l'honneur ce matin de vous présenter l'introduction par rapport à la méthodologie. C'est le plan de présentation que tout le monde va suivre avec moi. 1. L'intérêt dans la vie pratique. 2. Objectif pédagogique. Et 3. Le contenu. D'accord. Ok. Par rapport à l'introduction, l'intérêt dans la vie pratique, on dit que l'introduction, c'est le point de départ de la recherche et de tous les autres en dépend. Ça veut dire que si l'introduction n'est pas bonne, tout ce que vous allez faire comme travail, ça serait comme vous n'avez rien fait. Ça veut dire que l'introduction va nous permettre de déterminer le sujet, plus précisément de justifier l'angle d'attaque que nous choisissons pour traiter le sujet. L'introduction aussi situe le cadre de l'étude en suscitant l'intérêt du lecteur. Il s'agit des premières pages que va lire votre examinateur. C'est les premières pages et par conséquent, le style doit être très clair et bien précis. Il faut reprendre un peu. On t'avait perdu. Allô? Oui, voilà. Il faut reprendre. Voilà. D'accord. L'intérêt dans la vie pratique de l'introduction. Et l'introduction est le point de départ de toutes les recherches.
et tous les autres en dépendent. Ça veut dire que le développement, ça dépend de l'introduction. Si l'introduction n'est pas bonne, ça veut dire que tout ce que vous allez faire ne sera pas bon. L'introduction va nous permettre de déterminer le sujet plus précisément et de justifier l'angle d'attaque que vous choisissez pour traiter un sujet. Allô? Oui, oui, on vous entend. Mais continue. Ouais, Allô? Mais pas allô, ça, il faut continuer, on t'écoute. Oh, le style adapté doit être clair et précis. Ça veut dire que le style pour l'introduction doit être clair et précis. Une phrase d'approche peut commencer votre introduction. Mais attention de ne pas adopter un style trop journaliste. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop être journaliste dans le cadre de la rédaction d'un mémoire. Diapo. Par rapport à l'objectif pédagogique, savoir introduire un sujet de recherche, connaître les éléments d'une introduction, savoir identifier les erreurs à éviter dans l'introduction et la délimitation de l'introduction dans le document. Diapo. Voilà. Par rapport au contenu, on dit que l'introduction ne doit pas dépasser les 10% du travail. Ça veut dire quoi? De 5 à 3 pages. L'introduction doit comporter la justification et la contextualisation. Ça veut dire que par rapport à la justification, il faut expliquer pourquoi vous avez choisi tel article du plan et présenter le cadre spécial et temporaire du sujet, ainsi que le public ciblé par votre recherche, un rappel historique de l'évolution d'un concept et positionnement géographique permet de situer votre sujet. Ça veut dire qu'il faut situer votre sujet dans le temps. L'importance du sujet. Montrer en quoi est-ce qu'il est important de traiter ce sujet. Pourquoi étudiez-vous aujourd'hui? Quel est le point de départ de votre réflexion? Votre sujet reflète des dimensions multiples. Ça veut dire qu'il faut valoriser le sujet dans l'introduction, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan économique. Démontrer l'ensemble de ces aspects et préciser lesquelles facettes du sujet vous vous focaliserez. En d'autres points, on dit actualiser le sujet. L'actualiser du sujet, ça veut dire préciser dans quelle mesure le sujet est actuel. Est-ce qu'il y a eu un débat récent autour du sujet en question? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier lié à votre sujet? Il faut faire ressortir tout ça dans l'introduction. C'est bon? On peut continuer? On continue. OK. Donc, c'est bon? Allô, Adjara? Non, allô? Mais il faut continuer. Qu'est-ce que tu as là? Oui. Allô? Elle a fini? Oui. Et là, on va transiger là. Encore. Les différents aspects du sujet, Adjara. Apparemment, elle a un souci de connexion. Ok, donc moi je vais continuer à sa place avec le problème de connexion. Donc voilà un peu ce que Adjara disait, je vais soutenir un peu ce qu'elle avait dit et ce que nous avons conçu ensemble. Allô? Oui. Allô? Oui, Adjara. Oui. On vous entend. Ok, je vais continuer, Adjara. Donc, comme elle avait tantôt dit, l'introduction, c'est la porte d'entrée.
C'est-à-dire quand un sujet ou bien un thème est mal introduit, généralement, ça ne donne plus goût à la lecture, ça ne donne plus goût au lecteur d'avancer dans le sujet. Donc, l'introduction, elle est vraiment importante. Il faut savoir comment aborder l'introduction pour que le lecteur ait plus de curiosité à rentrer dans le vif du sujet, à aller dans les profondeurs même de ton document. Quand le sujet est mal introduit, généralement, quand un lecteur prend le sujet, s'il ne se sent pas à l'aise dans le sujet, finalement, il va abandonner ton document. Ça ne va pas susciter l'engouement autour du sujet. Donc, partant de ça, il faudra dans l'introduction qu'on montre clairement quelle est la justification, pourquoi nous avons choisi ce sujet et quelle est l'importance du sujet. On donne un exemple par rapport à la malnutrition tout de suite. Si on dit au Mali, il y a une prévalence élevée de la malnutrition, nous voulons faire une enquête sur ça. Donc, il faudra justifier quelle est l'importance d'aborder ce sujet par rapport à la malnutrition. Quelle est sa prévalence dans le monde, en Afrique, au Mali et dans l'endroit où tu vas étudier. C'est-à-dire, ça va comme genre entonnoir, comme à la fois ce que le professeur a si bien dit, c'est-à-dire tu pars du général vers les spécifiques. C'est-à-dire dans le monde jusque dans le district, si par exemple c'est le district de Kanaba que tu as ciblé, tu pars dans le monde, c'est comment la situation de la malnutrition est chez les enfants de 6 à 59 mois en Afrique, au Mali et dans le district sanitaire de Kanaba. Tu vas faire sortir cette situation. Ça montre un peu la pertinence de la chose. Ça attire les lecteurs vers la chose. Maintenant, quelle est l'importance du sujet? Il s'agit là de montrer clairement la comorbidité de la malnutrition et l'impact socio-économique de la malnutrition. Je donne un exemple juste pour la malnutrition. Maintenant, l'actualité du sujet. Est-ce que c'est un sujet d'actualité ou pas, la malnutrition? Avec ces situations actuelles, quand tu prends le conflit, on sait que c'est des choses qui ont de l'impact sur les statuts nutritionnels des gens. Donc, tu montres la pertinence par rapport à tous ces aspects. Maintenant, la définition des termes et des concepts. Les termes que tu vas aborder dans le sujet, il ne faut pas que les lecteurs se perdent avec les termes. Il faut que les lecteurs se sentent à l'aise avec des mots simples, compréhensibles à la portée de tout le monde. Il ne faut pas que quand tu abordes un sujet, que ça soit ciblé uniquement pour les personnels de santé. Il faut que même un homme médical, quelqu'un qui n'a jamais fait de santé, quand il prend ce sujet, il se sente à l'aise dans la lecture. Voilà. Donc, et la problématique que nous avons abordée. Donc, merci à Adjara. Donc, cette partie, c'est moi, je vais l'aborder. Donc, toujours dans l'introduction, il faudra qu'on sorte clairement quelle est la problématique. Donc, on a dit, comme la fois dernière, on va suivre le même plan qu'on avait dit au début, c'est-à-dire l'intérêt dans la vie, les objectifs pédagogiques et voilà, le contenu. Donc, comme intérêt dans les problématiques, il s'agit, qu'est-ce que c'est que les problématiques? Quand on ne connaît pas, si un problème n'est pas bien posé, généralement, on n'a pas la solution. Il faudra bien, dans la vie, même en dehors du master, quand tu es face à un problème, il faudra bien poser le problème. Donc, quand le problème est bien posé, généralement, la solution coule vite. Donc, ça a un gros intérêt par rapport aux mémoires, aux thèses. Il s'agit de faire sortir des problématiques autour du sujet. Quelles sont les problématiques autour du sujet? Donc, généralement, dans les mémoires, dans les thèses, dans les enquêtes, dans les protocoles de recherche, forcément, il faut qu'il y ait les problématiques dedans. Donc, on ne peut pas s'empêcher de voir les problématiques, que ce soit dans nos vies pratiques, que ce soit dans tout ce que nous faisons. Il y aura des problématiques à poser. Donc, l'objectif par rapport aux problématiques, il s'agit de définir qu'est-ce que c'est qu'une problématique. Savoir identifier le contenu d'une problématique et savoir formuler une problématique. C'est bon? Quelqu'un peut me définir une problématique? L'un de l'extérieur est ici. Une problématique plutôt, je veux dire.
Le malin de l'extérieur. Oui, les monnaies de l'extérieur sont disponibles. OK. Oui, bon, et de façon générale, la problématique, c'est l'écart qui existe entre ce que nous on sait déjà et ce qu'on veut faire savoir. OK. Merci, docteur. C'est docteur Maman Koulibaly. OK, Koulibaly de notre. Donc, Allô, oui. Oui. Donc, on veut dire une problématique, quand on prend dans le cadre maintenant d'une culture générale, c'est en réalité, c'est une question que tu dois poser juste à la fin de l'introduction et tu vas développer dans le développement, dans le corps du sujet, quoi. OK. Merci, docteur Boiré, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. OK. Allô? Donc, merci pour ces deux. Hein? Allô? Je vais ajouter quelque chose. OK, allez-y, mon cher. Faut dire son nom, son nom. Hein? Voilà, en manager, je vois Zaki. Voilà, voilà, Mr. Zaki. Voilà. Donc, Sianté veut ajouter quelque chose. On vous écoute, mon cher Sianté. Oui, donc, je vais dire simplement ici que la problématique est tellement très importante dans la recherche. Parce que c'est comme si on entre dans un véhicule et qu'il n'a pas de guidon. Là, tu ne pourras pas t'orienter. C'est à partir de la problématique et que tout commence. Et ça donne naissance à ce que le chercheur veut adopter comme démarche, comme ce que le chercheur a comme vision, et ce que le chercheur cherche. Tout, c'est-à-dire, c'est comme si la problématique est la question qui te permet de vérifier les hypothèses. OK. Merci, mon cher Sianté, pour ces réponses. Donc, il y avait un monsieur qui a travaillé au projet dans l'équipe de recherche de Palu, là. Il ne vient plus là. Réponds. Il a fui là. Non, il n'a pas fui. C'est Amadi Traoré, non? Oui, il est à Kati. Kati, là, c'est à côté? Non, dans un village avec un métis. D'accord, on continue. Voilà. Donc, entre parenthèses, difficilement il pourra être en présentiel. Ah, alors oui? Oui, voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Tout juste. Donc, la problématique, c'est vraiment le questionnement qu'on s'est fait et qui nous conduit à des hypothèses. Voilà. Okay. Merci Hervé. Donc, comme vous avez dit, juste à ramasser, c'est exactement ça. C'est-à-dire la problématique, c'est l'écart entre ce qui est déjà connu et ce que nous tendons. C'est-à-dire, comme il a si bien dit, c'est comme le gouvernail d'un bateau. C'est-à-dire que ça va dans l'introduction, quand tu abordes les problématiques, ça oriente le lecteur de là où nous allons. Donc, ça te permettra vraiment de te diriger vers la solution, vers les conclusions déjà. Voilà, ça suscite une idée sur ce que nous sommes en train d'aller, là où nous sommes en train d'aller. Donc, merci tout le monde pour ces éléments de réponse. Nous allons continuer. Quel est le contenu d'une problématique? Moyen de l'extérieur, on commence par les moyens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'une problématique doit contenir? Qu'est-ce que c'est qu'une problématique? Une problématique, le contenu d'une problématique. Les amis? Oui. Oui, docteur Boiré. Oui, le but du sujet. C'est ça. Et? C'est tout ce que moi je peux dire. Ok, merci. Koulibaly?
Hervé, c'est bon, les malins de l'extérieur, vous n'avez pas de demande de réponse? Oui, professeur, docteur. Ok, c'est le nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Mohamed. Mohamed. Oui. Ok, Mohamed, vous avez la parole. Je pense que le contenu d'une problématique, c'est toutes les questions qui vont nous permettre d'avoir les réponses par rapport à cette problématique-là. Toutes les questions que nous allons poser. Vous me recevez? Oui, oui, on vous entend. Voilà. Je pense que c'est ça les contenus problématiques, quoi. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Non, les malades de l'intérieur maintenant. Ok, malades de l'intérieur, on vous passe la main. Quel est le contenu d'une problématique? Signaté, tu voulais prendre la parole? Je pense que le contenu d'une problématique, ça doit être construit dans le cadre de poser l'impact que le sujet, c'est pas comment dire. Ok. C'est-à-dire, c'est ce qui, voilà, ça doit faire ressentir les inquiétudes, l'impact, le problème en un mot. Ok. Donc, merci, Signaté. Comme on a, oui, c'est un ensemble de problèmes. C'est un sujet déterminé. Ok. Merci. Hein? Oui. Voilà. Donc, comme on a si bien dit, la problématique, c'est l'écart entre ce que nous connaissons et ce que nous tendons. Donc, en matière de contenu, tu dois faire sortir, quand je prends l'exemple de la malnutrition que nous avons abordé au début, quelle est la problématique par rapport à la malnutrition? Quand quelqu'un peut l'aborder avant que je... Est-ce qu'on donne mon vote? Non, je dois noter quoi? Hein? Vote non. Moi, Konechek. Docteur Konechek, oui. Docteur Chek. Au Mali, c'est le prénom qui vient avant le nom. Mais toi, tu as certainement fait la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Okay. En Côte d'Ivoire, c'est le nom avant le prénom, mais au Mali, c'est le prénom avant le nom. Avant le nom, ok. Donc, c'est Chek Tidiane Kouni. Donc, ce que je disais tantôt, en matière d'introduction, il faut savoir aborder les problématiques. Quand on prend le cas de la malnutrition tout de suite, quelles sont les problématiques de la malnutrition? On a dit? Il y a quelque chose à ajouter? Ok. Donc, en malnutrition, quand on regarde, par exemple, un enfant malnutri et un enfant bien nourri, ils n'ont pas les mêmes, en termes de fragilité par rapport à la santé, ce n'est pas les mêmes. Un enfant qui souffre de paludisme, s'il est malnutri, est plus à risque de mourir vite qu'un enfant bien nourri. Donc, quand on regarde les comorbidités, et par rapport à long terme, ça c'est à court terme, à long terme, la malnutrition peut réduire la capacité physique de la personne. Une personne qui n'a jamais fait de malnutrition en matière de performance par rapport aux travaux chapitres tout de suite, la personne, celui qui n'a jamais fait de malnutrition peut faire 2 hectares. Et tandis que celui qui a fait la malnutrition va se limiter à un quart, c'est-à-dire 0,25. Donc, en termes de performance, en termes même de performance intellectuelle, il s'agit là de faire sortir tous ces aspects en termes de problématiques dans l'introduction. Ça, c'est des contenus. Donc, savoir formuler une problématique. Donc, le contenu, comme on avait dit, c'est l'appropriation du sujet. Ça reflète votre réflexion. C'est des séries de questionnements que nous allons faire autour du sujet et la façon d'appréhender le sujet. Donc, elle pourra répondre aux interrogations suivantes. Donc, quand tu poses une problématique, il faut que dans cette problématique, on doit savoir pourquoi la question, la problématique, comment. Donc, il faut que dans le contenu de la problématique, qu'on essaie de répondre à cette question dans la problématique. Voilà. Donc,
c'est une réflexion basée sur des lectures, des entretiens et des explorations. Donc, pour aborder la problématique, il faudra faire des revues documentaires. Il faudra faire des questionnements autour. Par exemple, quand on prend toujours le cas de la malnutrition, il faudra, pour aborder les problématiques, il faudra faire recours aux enquêtes SMART, forcément, les enquêtes rapides par rapport à la malnutrition que le Mali fait chaque année. Il faudra voir les EDS, les différents EDS qui se sont passés. Il faudra voir les revues de nutrition. Il faudra consulter les sites comme Comed, etc. Il y a beaucoup de sites qu'on doit explorer par rapport à la situation de la malnutrition dans le monde, en Afrique et au Mali. Voilà. Donc voilà en grosso modo la partie que j'étais chargé dans le document par rapport à la problématique. Docteur Koulibaly va continuer avec les questions de recherche. Docteur Koulibaly, vous avez la parole. Avant de lui donner la parole, je vais intervenir un peu. Ok. Bien, merci beaucoup, docteur chef Tidjane Koné, madame Adjara Kanté. Mais je viens y comprendre encore que le groupe Master 1 n'a pas compris bien les excuses. Et je pense que vous allez demander au Master 2 la comment ils ont fait. Pour vous référer, mais vous n'avez pas eu peut-être le séquent. C'est quand moi j'ai dit contenu. On ne peut pas mettre contenu. Contenu, ça veut dire qu'il peut faire des doigts avec au fond. Mais contenu peut être une diapositive. On ne peut pas être une diapositive. Contenu, il peut faire une doigt avec au fond. Ça peut être juste à 100 diapositives. Contenu n'est pas dit d'être 3 là. C'est contenu. C'est pas ça contenu. Le mot contenu ne doit même pas apparaître. Contenu, quand on a fait avec une doigt, on a construit. Mais pour vous dire que je ne peux pas vous dire dans la problématique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et dans chaque thème, il y a ça, il y a ça. C'est vrai que le mot contenu. Si vous ne devez même pas venir. Ok. Non, si vous ne devez pas venir. J'ai bien dit que c'est des chapitres. Niveau par le cas, il faut revenir sur la que vous avez compris. Voilà. Donc, ici, que problématique là, à définition, on va retourner à objectif pédagogique. Ici, on ne doit pas poser des questions comme ça. Tu ne veux pas poser des questions sur le objectif pédagogique. À la fin de la leçon, l'apprenant doit savoir définir la problématique. À la fin de la leçon d'aujourd'hui, l'apprenant ou l'apprenant doit savoir identifier le contenu du problématique, doit savoir formuler une problématique. Mais qui j'en dis, il y a tout ce qu'on voit, il gagne. Au lieu des cas objectifs d'attaque enseignant. Et quand nous, la photo là, les apprenants n'ont pas ça là. Ou à travers le ça, toi tu viens, c'est toi qui dois définir la problématique. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que problématique? Il faut une définition et les différentes définitions des différents auteurs. Ensuite, vous allez tout. Après, tu dois dire maintenant la problématique à laquelle on doit mettre. Si on parle de problématique, voilà les éléments qui doivent ressortir. Et tu expliques ces éléments-là. Tous ces éléments-là, comme si on était destinés, tu dois donner des explications par rapport à ça. Après, maintenant, à la fin, maintenant, toi-même, tu formules, tu donnes des exemples maintenant comme tu as dit dans cette logique, toi-même, tu donnes des exemples de problématiques. Voilà un exemple de problématique. Et le tout est bas devant Dieu. Pas devant. Voilà. Non. Et tu as exposé. Ici, quand je regarde la formulation du sujet, réfléchissez votre réflexion, c'est des questions, façon d'appréhender. Voilà. Donc, vous voyez, une seule diapositive pour parler de la problématique. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on peut même faire ça, voilà, donc, avec 5 éléments, vous voyez, ça devient, c'est pas suffisant. C'est que deuxièmement, c'est qu'ils doivent exposer le gros contenu des questions qui s'en sortent. Non, c'est comme tous les exposés. Vous avez mis l'exposé dans votre fiche, je sais. J'ai mis contenu pour dire qu'il faut que vous commencez par intérêt de la leçon, objectif pédagogique, il veut faire des droits quand ça répond ton CV. C'est là que vous dire ça, mais c'est pas dire que il y a beaucoup contenu, c'est un chapitre, qui contenu, c'est que pour le mot contenu, on ne doit pas l'écrire. C'est pour dire seulement que pour que l'exposé puisse suivre le plan pédagogique, on commence par intérêt de la leçon de la vie pratique, ensuite objectif pédagogique, il veut faire des droits. C'est ça qu'on veut faire là. On regarde le détail des noms. L'autre jour, quelqu'un a posé la question. On peut faire comment les diapositives? J'ai dit que si tu veux faire 100, ça dépend de toi. Les intérêts que tu arrives à exposer à 1 heure de temps. Mieux de photos, que ça fait 100. Non, on sait qu'il y a 3 traits, quoi. 1, 2, 3, 4, 5 traits. On sait qu'il y a peu de quoi. Parce que comme ça, alors, si vous devez faire de la problématique tout de suite, la problématique de votre mémoire, partant de ce qui est là, article à quel, tu peux pas te baser sur ça pour faire la problématique. Parce qu'aucune information n'a été donnée ici, tu vas te permettre de savoir la problématique que vous faites. Vous ne pouvez pas apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre. Quel est nous? Tu n'as pas d'informations ici qui va te permettre de faire son travail.
Si on dit tout de suite, faites la problématique, vous êtes déjà habitué à faire des recherches, et vous faites des thèses, vous faites des mémoires. Quelqu'un qui n'a jamais fait des thèses, qui n'a pas fait des mémoires, qui vous demande de faire une problématique à partir de cette leçon, il ne peut pas faire. Parce que l'information pour une madame. Alors, il doit avoir l'information, toute l'information, pour pouvoir faire la problématique, pour savoir comment la problématique. Ok. Et c'est bon. Oui, vous avez la parole. On n'avait pas cerné comme ça. Nous, oui. Oui, docteur Thomas. Les mots intérêts dans la pratique d'avoir. Oui, ça, obligatoirement, comme toi tu as chômé le premier jour et le deuxième jour, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'inconvénient du chômage, n'est-ce pas? Sinon, j'ai dit que c'est une obligation. Intérêt de la leçon de la vie pratique, c'est une obligation pédagogique. Le mot intérêt. Je dis que le mot est une obligation pédagogique. Les outils pédagogiques aussi, c'est une obligation pédagogique. Et donc, j'avais dit que dans par exemple, les outils pédagogiques, je dis que ça ne se fait pas comme ça. D'abord, c'est le outils au pluriel. Et il y a une phrase qu'on doit dire. À la fin de la leçon, l'apprenant ou l'apprenant, ou les apprenants doivent être à mesure d'eux. Et en seconde, on cite. Je vais vous amener dans le contexte pédagogique. Ça, c'est les éléments du contexte pédagogique. Le reste là, ça c'est avec exposé quelque chose de à la dialogue. Ça se fait comme ça. Il n'y a pas de changement. Ah, ok. Nous, on n'avait pas cerné comme ça. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. On pensait que c'était spécifique à vous, donc on a essayé de nous adapter comme ça. Bon, ok. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on peut continuer. Merci. Ok, donc là, ça veut dire que le reste, ça sera vraiment un peu... Oh, on peut continuer, Mais peut-être, vous pouvez nous donner d'autres thèmes. On peut continuer, il n'y a pas de problème. Docteur Koulibaly. Oui, on est là. Allez-y, s'il te plaît. Ok, donc... Ça va aller. Bonsoir, professeur, bonsoir à tous les collègues. Bonsoir. Et je suis docteur Koulibaly Flamand, donc chargé de présenter cette partie au nom du groupe. Donc, merci beaucoup, professeur, pour les remarques. Donc, prochaine fois, on va en tenir compte pour faire mieux que ça. Donc, en ce qui concerne les questions de recherche, en termes d'intérêt, on sait que tout le travail scientifique qu'on doit élaborer, le résultat final découle sur des bonnes questions de recherche en termes de formulation et en spécification de ce qu'on doit faire. Les questions bien formulées permettent de faire un travail bien structuré et les questions de recherche qu'on doit formuler doivent être des questions vraiment qu'on peut réaliser, qui doivent être vraiment claires et faciles à atteindre. Donc, diapositive. Diapositive. OK. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, donc les objectifs pédagogiques, ici, on les a formulés en 3 pour que au finish du Master 1, donc, on soit à mesure de pouvoir faire de bonnes formulations de nos thèmes de mémoire. Donc, on sait que les questions de recherche se composent en questions principales et des sous-questions ou spécifiques qui vont permettre de pouvoir bien expliquer la question principale. Et généralement, les types de questions sont souvent fonction du contexte des données qu'on doit fournir. Diapositive. OK. Donc, comme de façon structurelle, ce qu'on a déjà dit, donc forcément, dans les questions de recherche, donc, comme on l'a dit, la question fondamentale est vraiment le point de départ par rapport à la formulation et du thème qu'on veut traiter. Donc, lorsque cette question est bien formulée, donc, les questions spécifiques interviennent pour permettre de répondre à la question principale. Donc, diapositive.
OK, on sait que dans différentes questions de recherche, ça peut s'appliquer à plusieurs types d'études. Par exemple, si on prend les études qualitatives, donc un modèle peut être une étude exploratoire. Donc, il y a un phénomène mal compris que le chercheur veut chercher vraiment à expliquer. Donc, dans ces cas, il se pose des questions par rapport à des phénomènes qui existent déjà. Supposons si on essaie de voir par rapport à la question suivante, pourquoi les feuilles, par exemple, changent de couleur en automne. Cette question peut pousser le chercheur à essayer à se poser des sous-questions et aller fouiller davantage pour voir qu'est-ce qui se passe pour que les plantes changent de couleur de feuilles pendant un moment donné de l'année. Donc, en d'autres termes également, par rapport aux questions de recherche explicative. Donc, cette tendance est surtout utilisée par rapport aux phénomènes en question également qu'on veut chercher vraiment à démontrer. Comme exemple d'illustration des questions explicatives, donc on peut se poser la question pourquoi, quelle est la raison du fort taux de malnutrition dans la 3e région du Sikasso. Parce que tout le monde sait là-bas que vraiment les vivres sont là, que ce soit les céréales ou les légumes, mais malgré tout ça, après des enquêtes SMART sur la malnutrition, on trouve que c'est toujours problématique dans cette région. Donc, il va de soi que ce phénomène soit vraiment cherché à éclaircir pour pouvoir bien comprendre le pourquoi. Donc, également dans les études qualitatives, donc, les questions peuvent concerner des thèmes de description. Donc, dans les questions descriptives, on peut être amené à documenter et décrire un phénomène d'intérêt. Donc, quelque chose est là, donc bien remarqué. Donc, les chercheurs se proposent de formuler une question de recherche pour pouvoir faire un focus de description par rapport au phénomène. Donc, et dans les études qualitatives, les mêmes suites logiques des questions de recherche peuvent être formulées comme des questions descriptives ou des questions observationnelles et corrélationnelles. Donc, on peut avoir aussi des questions mixtes selon les types d'études. Donc, par rapport à ces études mixtes, donc, le chercheur cherche à s'orienter et à s'approprier à une méthode et à un contenu adapté à ces études complexes. Donc, c'est cette partie que j'étais chargé de présenter. Mes autres collègues sont là s'il y a d'autres aspects à ajouter. Toujours, on est désolé par rapport à l'attente du professeur dont on n'avait pas bien compris, comme mon professeur l'a déjà dit. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup le groupe. Je pense qu'on va arrêter de se poser comme ça. Je remercie beaucoup le groupe pour avoir fait des recherches personnelles et avoir trouvé des efforts. Mais comme on ne s'était pas compris par le système, je demande au groupe de prendre des choses. Moi, j'ai fait des choses. Parce qu'en fait, regardez, est-ce que réellement, vous, partant de là, vous pouvez former des questions de recherche? Le ministère de l'État, vous permet de former des questions de recherche. Anthropologie, c'est de former des questions de recherche. Les gens n'ont pas compris l'exposé. L'exposé là, c'est pas de faire 3 tirés là, car on fait là, tu veux mieux faire les fois à passer. Tu dois expliquer, mais l'essentiel, je dis beaucoup de choses, mais comme ça, regarde, là, on va faire dans la salle. Nico, nous, on faut attendre, c'est exposé là. Est-ce que c'est que ça se fait? C'est ça qu'il s'agit. Comme nous, on va beaucoup là. Nico, on faut attendre, c'est exposé nous là. Et là, tu veux nous projeter ça aussi. Ah oui, nous, faut dans la presse, musique à fond. Ah, c'est toi, les choses bien positives. Vous parlez par exemple, c'est qu'en fait, à un moment, on va bien voir, donc, prochainement, allez, c'est la mais c'est parce que vous faites un exposé élargi. Un vrai exposé. Il n'y a pas besoin. C'est que parce que vous, l'exposé, vous êtes habitué. Vous êtes beaucoup habitué, vous avez fait tellement
une seule diapositive pour parler pendant une exercice là-dessus, il y a que 2 ou 3 mots. Donc, les gens ne peuvent pas vous suivre parce qu'il faut l'intérêt de l'objet de l'exposé. On veut qu'il y ait exposé, il y a un fichier qui dit nous. Mon client de dire qu'il y a exposé là. Mais il y a un fichier qui dit il peut aller formuler les questions de recherche. Un mot, 2 mots, 3 mots. Un mot, 2 mots. Voilà, et si tout le monde les gens peuvent aller à la personne, c'est pas possible. Donc, je sais que vous êtes très fort, vous savez très bien faire les exposés, mais comme on est non format, avec ce qu'il y a totalement et faire un exposé détaillé, vraiment, je veux voir 1 heure de temps exposé, il ne peut pas avoir moins de 60 diapositives. Ah, ok. C'est ça. Donc, moi, et maintenant, on branche ici, maintenant, je vais faire l'exposé. Du courage. Non, du courage. Il ne faut même pas m'applaudir. Non, du courage. On oui, c'est vrai, c'est vraiment non. Oh non, je comprends. Non, ça c'est normal. Ça c'est bien, c'est bien. C'est bien, merci. 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 Oh, tu veux prendre. Merci beaucoup. Du courage. Sinon, vous êtes très fort. Il faut qu'on arrive à les choses, sinon on n'est pas très fort. Voilà. Ok, merci. Donc, mes chers amis, je vais continuer avec le type de recherche qu'on avait commencé la fois dernière. On a fait ça, non? Voilà, donc on va développer ça. Donc, j'avais dit la fois dernière qu'il existe essentiellement 2 grands types de recherche. Il y a les recherches d'observation et les recherches d'expérimentation. Ça veut dire quoi? Soit tu viens, tu regardes, soit et tu as des observations, soit tu rentres au laboratoire, tu fais l'expérience. Donc, il y a 2 types de recherche. Donc, lorsqu'on fait l'observation, on regarde. Dans ça, il y a 3 grands types. Il y a les études exploratoires, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus, que le premier à faire là-dessus, ça. Donc, on est dans l'exploration. Ou bien tu veux faire une étude, d'abord, il veut tester une avant de commencer à faire l'étude, n'est-ce pas? Ou l'étude descriptive, tu viens maintenant, tu décris une situation donnée, mais tu ne sais pas comprendre quelle est la cause de la situation, mais avec ton médaille, à force. Et après, il y a une étude analytique. Maintenant, tu cherches à comprendre la cause. Pourquoi il y a ce problème, pourquoi il y a ce problème. Tu veux chercher à savoir, est-ce que le soleil a une influence sur le virus du Covid-19? Tu veux chercher à savoir, est-ce que vraiment la cigarette a une influence sur le cancer du corps? Voilà. Donc maintenant, c'est une cause. Est-ce que le niveau de qualité des soins de Gabriel Touré par rapport à l'hôpital du Mali, c'est comment? Pourquoi dire le niveau de qualité des soins, il y a un grand écart? Tu cherches à comprendre. Pourquoi l'hôpital Gabriel Touré, comment dire, en 20 ans, depuis 2014, depuis 2004, ça fait bientôt 20 ans, on fait l'évaluation, c'est sur l'hôpital le dernier, comment dire, en Afrique, au Mali, disons. Pourquoi la qualité des soins est toujours la plus mauvaise au Mali? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, chercher à savoir les raisons. Donc là, tu es dans l'analyse. Maintenant, dans l'expérimentation, il y a 2 types. Soit tu fais une étude expérimentale pure et dure, tu es au laboratoire, tu as des souris et tu fais le croisement pour se faire comprendre une situation donnée. Soit tu fais le quasi-expérimental, ça veut dire qu'il y a une partie où tu vas faire des enquêtes et une autre partie maintenant où tu es au laboratoire. Et maintenant, lorsque tu es dans une étude descriptive, l'étude descriptive existe des types. Soit on est dans l'étude des cas. Il y a un cas donné qui est là, tu vas étudier le cas pour comprendre le cas particulier. Soit maintenant, tu es dans une enquête transversale, ça veut dire que tu passes au niveau des hôpitaux du Mali et tu poses la question à un moment T donné, quel est le niveau de satisfaction des malades. Donc tu fais une photographie à un moment donné pour savoir quel est le niveau de satisfaction des malades des hôpitaux du Mali. Donc, ce que tu arrives à faire, ou bien tu vois comment dire au niveau du système, toi tu es dans quel système Zaki. C'est ça où? Tu vois, mais c'est. D'accord, et comment ça? Je ne suis pas médecin. Assaboui, tu as Assaboui, Zaki au travail à Assaboui pour aller interviewer comment dire les malades, le niveau de satisfaction, est-ce que les malades sont contents, comment le docteur Kamata. Et donc, quand ils vont une journée, le point de vue des malades d'une journée là, ça c'est une étude, une photographie instantanée, on appelle ça une étude transversale. Donc tu décris seulement le point de vue des malades au moins de ton passage. Maintenant, une étude analytique, on appelle encore des études comparatives, il y a dans ça des études comparatives transversales. Donc ça veut dire que tu compares Gabriel Touré à l'hôpital du Mali, le niveau de saturation au même moment.
n'est-ce pas? Ensuite, tu es dans une étude des 4 mois. Ça veut dire quoi? Tu as 2 groupes. Il y a un groupe maintenant qui va les donner le vaccin Covid-19. L'autre groupe, on ne donne pas le vaccin Covid-19. Et maintenant, après les 2, maintenant, on les met maintenant avec les malades Covid-19. Et on va chercher à savoir maintenant, est-ce que ceux qui ont reçu le vaccin Covid-19, c'est eux qui sont tombés malades ou bien ceux qui n'ont pas reçu le vaccin Covid-19? Parce que la maladie là, le vaccin là est efficace. 4 témoins. Avec dit donc, il ne faut pas maintenant 6 fois, il n'a pas mal au même. Ou bien par exemple, tu as un médicament contre le paludisme. Tout de suite, tu as 2 personnes ont le paludisme. Maintenant, tu donnes un médicament à quelqu'un et maintenant, l'autre, maintenant, tu ne donnes pas de médicament. Et tu sais de voir maintenant, est-ce que le médicament prenait à plus soigner le plus son cas. Si les deux sont tous guéris avec, ça veut dire que ce n'est pas le médicament qui a fait. Ça veut dire qu'il faut chercher autre chose. Quand Froid dit doma, il t'a dit doma, et tu compares les deux. Donc, après le doma, où est-ce que tu compares les deux? Oui? Exemple, comme si un village a ICPS et l'autre village n'a pas ICPS. Voilà. Ça dit que quelle est la différence? Exactement. Il y a 2 villages qui sont là. Il y a un village qui donne des médicaments contre le palu, dans la combinaison thérapeutique là, contre le palu. Et il y a un autre village là, tu ne donnes pas des médicaments de la prévention contre le palu. Et après, là, tu essaies de voir entre les 2 villages là, quel est le village qui a plus de palu? Est-ce que c'est le village qui a reçu des médicaments de prévention ou bien c'est le village qui n'a pas reçu des médicaments de prévention? Si les deux ont tous eu le palu au même niveau, ça veut dire que le médicament n'est pas bon. Oui? Professeur? On n'est pas arrivé à ça. Toi, tu es trop fort. On est d'abord, dans l'explication en pédagogie. On va du simple au particulier pour être connu. On va du simple au particulier. Voilà. Donc, tu ne peux pas rentrer dans les détails immédiatement. C'est comme si toi, c'est comme si tu demandes à un élève de 6e année, tu lui dis d'expliquer la physiopathologie, comment on appelle une maladie. Tu es en train de parler, par exemple, la digestion, tu lui parles de la digestion, les différentes parties, et tu commences à lui dire, mais là, s'il y a une maladie, là, voilà, il a ça, il a ça. Donc, l'élève va aller lui fou, il va lui fou, mon ami. Il va aller du système particulier, écoutez. Voilà. Donc, tout ça, on va détailler ça après. Ensuite, donc, il y a l'étude des cohortes. L'étude des cohortes, donc, tu vois un enfant qui prend un ensemble de malades et je le suis pendant une année pour voir maintenant, en lui donnant les médicaments, pour voir l'évolution des médicaments sur lui. Ou bien, je le suis une année pour voir l'évolution de la maladie. Et soit il le prend au même moment et je le suis. Donc, l'étude des cohortes, ça arrive par quoi? Lorsqu'on a commencé à enseigner les langues nationales, on avait fait une étude des cohortes pour voir ceux qui ont commencé à étudier à Bambara. Maintenant, on les a suivis maintenant jusqu'à la 9e année. Combien de pourcents arrivent à passer au DF? Jusqu'à combien de pourcents arrivent à passer au bac? Donc, c'est là qu'on commence le taux est très minime. C'est qu'elle va passer. Si vous étudiez à Bambara, arrivez comment les lycées sur les sur 4 Ils ne comprennent plus. Ils ont oublié d'étudier 2 langues en même temps. Le français, maintenant, cherche à comprendre ça. Ils cherchent à traduire ces français encore dans le Bambara. Ils cherchent à comprendre encore ça dans la langue. Et ça trouve que. Donc, c'est vraiment les enfants des pauvres. Ils sont les enfants des riches là. Ils sont en train de faire le nouveau syllabaire. Donc, il y a l'école à 2 vitesses. Voilà, on n'a pas faire. Donc, on continue. Ensuite, donc, l'étude expérimentale. Et donc, l'étude expérimentale, donc, on fait donc, des interventions. C'est-à-dire qu'on a des souris qui sont là, ou bien on a des dons, on fait des expériences souris, donc on intervient. Et maintenant, ou bien on peut faire, comment on appelle ça, on appelle l'étude de contrôle. Donc, ça veut dire qu'on fait un système de données où on les prend pour contrôler l'effet des médicaments sur eux ou bien l'effet d'une maladie sur eux. Ou encore, comment dire, on fait la situation de hasard. Ça veut dire qu'on prend déjà au hasard, maintenant on les amène au laboratoire, maintenant et on fait le travail sur eux pour voir maintenant comment ça va réagir. Voilà. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'étude est première, on va détailler maintenant. Donc, mon ami Koulé était pressé, peut-être qu'il sera à l'aise, mais on va détailler. On a vu que mon détail Professeur. Ok, bien. Donc, préliminaire, étude préliminaire. Étude préliminaire, encore après l'étude exploratoire. C'est une étude relativement courte et de faible envergure. Préliminaire, comme son nom l'indique, c'est une étude courte et de faible envergure. Ça veut dire que. Professeur. Professeur. Et ça concerne quelques personnes sur le monde. Professeur. Donc, quel est le effet lorsqu'on dispose de peu de renseignements sur une situation ou sur un problème? Donc, tu n'as pas suffisamment de renseignements sur une situation ou sur un problème. Alors, tout de suite, toi, tu as envie de voir l'impact de Covid maintenant sur la Covid-19. Maintenant, tu n'as pas suffisamment d'informations sur ça. Tu fais d'abord une étude préliminaire. Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu prends une semaine et tu vas aller prendre quelques malades comme ça, ou bien quelques personnes, une dizaine de personnes qui sont dans un milieu chaud là. Et tu vas voir maintenant, est-ce que parmi ce souci là, depuis que Covid est venu là, est-ce qu'ils ont eu Covid?
À partir de 2, maintenant, tu vas commencer à faire ta vraie recherche. C'est comme l'étude préliminaire qui permet de savoir quelles sont les questions à poser, comment pour déterminer ton champ de recherche et de savoir maintenant je vais me limiter à ça ou bien de spécifier ton champ de recherche. On va tout à l'heure. On peut aller plus loin et tenter d'expliquer les différences observées. Le besoin des femmes et hommes ou de déterminer les causes des problèmes constatés et ensuite comparer les différentes catégories. Donc, partant de là, on peut expliquer les différences observées. Quand on prend comment des gens qui sont là, par exemple, la zone la plus chaude du Mali, on prend Caille où au mois de mai, il fait 45 degrés Celsius en homme, n'est-ce pas? Et les matériaux pour maintenant rentrer dans le train. Bon, il y avait le train. Donc, on prend ça maintenant pour voir maintenant le Covid-19 là-bas, au mois de mai. Et après, on va comparer maintenant la partie la plus fraîche du Mali, qui est la zone de Komodiba là. On va aller voir là-bas maintenant, où il y a une partie au niveau de Oujara là. Et une ville là-bas là où il y a la température chute jusqu'à un certain niveau, tu vas aller voir là-bas aussi des habitants là-bas au même moment. Est-ce que vraiment Covid-19 là a fait quel effet là? Et tu peux les comparer. Bien. On continue. Si c'est rapide, vous dites je vais aller lentement. La pédagogie doit être en fonction des personnes possibles. Bonjour professeur. On comprend le cours à 100%. Bonjour professeur. C'est aussi 0% d'incompréhension. Et que vous arrivez à comprendre le cours bien plus que moi. Et qu'après le cours, vous allez enseigner le cours. C'est un objectif pédagogique. Ensuite, deuxièmement, l'étude descriptive ou l'étude descriptive. On appelle l'étude descriptive une étude qui comprend la collecte, la présentation systématique des données dans le but de tracer un portrait clair d'une situation particulière. Tu vas collecter les données. Tu vas c'est rapide, professeur. Dans le but de tracer un portrait clair d'une situation donnée. C'est l'étude descriptive où quand on prend dans le français, ça correspond à la narration. Vous savez que dans le petit classe, juste de la 7e année, même de la 6e année jusqu'à la 9e année, jusqu'à 11e, il y a peut-être jusqu'à la 10e, il y a la narration. À partir de la 10e, en français, nous avons des synthèses, et nous avons aussi des commentaires composés. Donc, ça se subdivise là-bas. Et en terminale, on a la dissertation. Il y a la thèse, la synthèse et la synthèse. Mais en 7e, en 6e, on vous dit, vous avez l'occasion de participer à une pêche à raconter la scène. Donc, c'est une description. Une fête d'écrire. C'est le niveau d'étude le plus bas. C'est le niveau licence. Niveau licence. Quand on quitte la licence, là, on n'est plus dans la description. On doit chercher à démontrer maintenant les choses. Un médecin ne peut pas faire une étude descriptive. Sauf si c'est un cas nouveau. Comme Covid-19, personne ne peut faire. Sinon, tu dois dépasser l'étude descriptive. Et c'est trop facile, trop banal. C'est aller s'arrêter maintenant et regarder comment l'hôpital de la pour voir combien de personnes se trouvent là-bas, combien de chirurgiens, combien de médecins, combien d'infirmiers, combien de sages-femmes, n'est-ce pas? Et combien de petits mots, quels sont les besoins des différents services là, les décrits là, et voilà. Et ça, c'est trop banal. Tu prends n'importe quel élève de 6e année à aller faire ça. Voilà. Donc, c'est ça, ça devient ton travail. Et tu dis que tu vas faire un mois. Mais tu n'es pas en train d'apporter quelque chose à la science. Mais maintenant, si c'est Covid-19, quelque chose de nouveau, tu veux chercher à savoir les différents signes de Covid-19. Ah, les signes communs, les signes comparatifs, les signes exceptionnels, les signes quand c'est le début ou le milieu et quand c'est sévère. Mais là, à ce moment, tu décris ça. Là, ça te apporte quelque chose parce que quelque chose de nouveau. En ce moment, ça devient, pour toi, en tant que médecin, ça devient normal. J'ai docteur Kamate, la professeure de Pierre Kamate, tu as compris? Son grand frère a été arrêté à un moment donné par les djihadistes là. Il a fait 2 ans au nom de Pierre Kamate. C'est son grand frère. Ouais. Non, n'est-ce pas? Oui, donc quelqu'un peut aller chercher l'exit. Ça va. Il a fatigué. Zaki est fatigué. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Voilà, Zaki, comme toi qui es fatigué, celui-là, comme il est venu, voilà, donc désormais, donc c'est lui qui va sortir. Je vais prendre le relais. Non, lui va prendre le relais. Voilà, il faut mettre ça pour partager ça, ce type de recherche. Merci de là pour partager. Vous pouvez mettre ici, connectez-moi pour partager. Bon, voilà. Professeur, bonjour. Je pense que tu es fort dans tous les cas.
Jacques, le micro de procès est fermé. Ah, il faut le demander. Hein? Jacques. Vraiment. Non, non. Non, moi, je vais vous expliquer, vous allez dépasser. C'est-à-dire, non, je vais démystifier la chose et mettre à plat de manière facilement consommable. Oui, je vous attends de mettre, je suis convaincu. Vous allez bien comprendre. Ah bon? Moi, je ne veux plus marcher comme ça. Donc, tu vas te dépasser ta suite. Tu verras à la fin. Bon, je suis sûr que tu vas me dépasser. Donc, vous allez voir, quand je décortique là, vous allez comprendre que c'est vraiment facile. Voilà. Hey. Déjà habitué à la facilité. J'étais à Saint-Olivier. On n'a pas grand chose à démontrer. Juste la base. Les soins essentiels dans la communauté. Voilà, tu sais que quand tu vas bien apprendre la mesure de la richesse, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Tu vas appliquer ces outils-là, tout le jour, tu vas écrire et ces articles-là. Et immédiatement, quel est ton statut juridique? Tu es contractuel là-bas, fonctionnaire. Voilà, si tu fonctionnes, c'est très simple. À partir de ça seulement, tu introduis ton dossier, tu peux rentrer dans la cour des chercheurs et ton salaire sera multiplié par 3. Ah oui, après tout le monde dégrade encore, ça multiplie par 2. Tout le monde dégrade encore, ça multiplie par 2. Et à la fin, tu te retrouves vraiment, tu trouves que non, alhamdoulilah, voilà, c'est que tu gagnes la satisfaction. Non, en fait, tu n'as même pas besoin de courir derrière un poste ou de courir derrière quelqu'un. Si tu gagnes là, avec tout le monde ton salaire de chercheur, là, tu vois, honnêtement, non, ça, si tu n'as pas d'autres ambitions extraordinaires, si ça fait vraiment tes enfants à l'école, construire une belle maison et vraiment tu es à l'aise. Et aussi ça te fait des connexions, hein? Ça te fait aussi des connexions avec le niveau international. Tu seras connu très vite, tu auras de la Google, tu vas faire des recherches, ça a plusieurs avantages. La base, c'est une bonne là. Je vais attendre. Voilà. C'est vrai que Clément, c'est bien. Surtout dans les cliniques, là, il y a tellement de données au niveau des SESCOM. Il y a beaucoup de données. Et chacune des données peut être l'objet de recherche. Voilà. Une fois que j'avais fait une publication d'un cas de grossesse abdominale quand j'étais à l'intérieur du pays, mais les gens de Bamako n'ont jamais vu ça. Même les professeurs n'avaient jamais vu. Ils ont tous les anciens techniquement, ils n'ont jamais rencontré. Mais c'est dans le milieu, parfois, dans les SESCOM, dans le milieu clinique, tu rencontres des cas comme ça. Voilà. Et tu fais une étude des cas là-dessus, c'est vraiment intéressant. Tu rentres dans le monde des sciences. Voilà. C'est ça. Et votre formation de base, c'est quoi, Zaki? Anthropologue. C'est toi, anthropologue. Voilà, là, j'ai tellement besoin de toi, parce que les socio-anthropologues, c'est eux qui ont inventé les outils de collecte des données. Les socio-anthropologues, les questionnaires, les guides d'entretien, les différents guides d'entretien, c'est eux qui ont inventé ça. Donc, lui, quand on va arriver là-bas, là, on va arriver dans son domaine des champs d'action. Les médecins utilisent ça, ça vient mieux. Voilà. Mais quand tu rentres dans ce monde-là, tu vois que ça, c'est un monde très intéressant. Voilà. J'enseigne psychologie sociale, interaction sociale. Donc, docimologie, c'est une pédagogie. C'est une
des questions que parfois, la question est tellement mal posée qu'elle est tellement confuse qu'il faut être le professeur même pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. Donc, parfois, une fois Bayo a fait l'expérience, il a fait ses questionnaires, il est parti donner à son manœuvre qu'il n'a pas été à l'école. Il lui dit seulement comment tu coches. Maintenant, il a fait un espace entre les questions. Il dit que quand tu vois que tu quittes l'espace, tu coches comment il y a une des réponses. Le gars, il a coché, il a eu 18 sur 20. En appart, il avait eu 18. Il n'a pas été à l'école. Mais il a expliqué seulement comment cocher. Il a coché, il a eu 18. Et donc voilà, ça montre que parfois, on fait redoubler certaines personnes pour dire qu'ils ne connaissent pas, alors qu'en réalité, c'est la manière de poser la question qui n'est pas juste, qui n'est pas pédagogique. Qui n'est pas pédagogique. Voilà. Donc il y a une science qui étudie ce qu'on appelle la psychologie. Comment vérifier et évaluer la connaissance d'un apprenant de manière objective, impartiale et sans passion. Le professeur amateur disait aussi qu'il lui a fait la dosmologie. Oui. Oh oui, c'est ça, je me rappelle de lui. Voilà. Il faisait l'immunologie, c'est l'immunologue. Voilà. Ok, mes chers amis, on continue. Donc j'ai dit, maintenant, celui qui nous a amené où? Non, je ne sais pas. On était ici. Donc, le sujet de l'écriture, donc, c'est quoi mon photographie? C'est le portrait. On photographie une situation de nous. Hein? On fait le portrait d'une situation, on décrit une situation qu'on voit dans le livre. Et dans ça, il y a des études, il y a l'étude des cas. Et l'autre, là, nous allons voir tout à l'heure. Les études des cas, c'est des études qui décrivent, disons, en détail les caractéristiques d'une ou de plusieurs cas. Un cas, c'est un exemple comme le patient. Tu as vu un patient qui a une maladie exceptionnelle, qui ne ressemble pas aux autres maladies. Donc, tu essaies d'écrire ce que tu as vu sur le patient. Les signes fonctionnels, les signes physiques et les résultats des examens complémentaires. Ça peut être l'objet d'un article scientifique. Ça peut être l'objet d'une étude. Donc, c'est une étude descriptive, étude des cas. Une étude descriptive, étude des cas. Tu as vu un patient qui écrit. Par exemple, le cas des grossesses abdominales, j'avais fait des études descriptives. Parce que c'est un cas rare. On a suivi la grossesse sur le plan vécu pour les 3 mois jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la césarienne. Et la voix est bien grande. Donc, ça, c'est un cas d'étude. C'est des cas exceptionnels qu'on étudie dans la théorie, parfois on ne les rencontre pas. On peut faire sa carrière même sans rencontrer. Donc, quand tu vois, c'est une étude de cas, tu décris ça. Voilà. Donc, aussi, les études de cas sont surtout utilisées en médecine clinique et dans les autres sciences. En sciences sociales, en sciences des gestion et en médecine clinique. Ça, c'est 3 types d'exercices qui utilisent les études de cas. C'est une étude descriptive. Okay. La deuxième étude descriptive, c'est les enquêtes transversales, qui visent à quantifier la distribution de certaines variables dans une population à un moment donné de manière instantanée. Elle peut porter sur les caractéristiques physiques des personnes, elle peut porter sur les caractéristiques socio-économiques des personnes, elle peut porter sur les comportements des personnes et des connaissances, elle peut porter sur les événements pendant la population. Donc, c'est quoi? Je suis parti dans un hôpital et j'ai une malade devant la porte et j'ai tous les malades qui viennent, qui me posent la question: êtes-vous content du docteur Kamaté? Êtes-vous content des prestations du docteur Kamaté? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et tout ce dont je dis aujourd'hui, la photographie, l'image des malades d'aujourd'hui, ce docteur Kamaté, sur la qualité des soins du docteur Kamaté, voilà, et je viens de le mettre. Donc, c'est la photographie instantanée. Donc, l'image instantanée d'une situation donnée à un moment. Voilà. Et ça fait porter sur ces différents éléments que vous venez de voir. Ces différents éléments, je vais prendre. Mais est-ce que cette photographie va refléter la réalité à 95% de l'intéressé qui ont mené votre enquête? L'autre jour, vous avez cité l'exemple, ou bien il y a un qui a cité l'exemple où les patients qu'on va interroger, l'intéressé, ça va dépendre de ses antécédents, avec l'intéressé. Par exemple, s'ils ont eu des accrochages dans quelque chose qui n'a rien à voir avec sa prestation, il peut les dénigrer, porter atteinte à son. Alors que sur le plan sanitaire, elle peut être bien, mais celui que vous allez demander, si ça trouve qu'ils avaient eu des antécédents, il va mal parler de. Bien, docteur Kamal, effectivement, j'ai donné l'exemple, j'ai dit que si Zaki, par exemple, il y a
Zaki a retiré la copie du docteur Diarra là-bas. Et après, comment dire, après un jour, tu vois, tu demandes à Zaki, mais là, qu'est-ce que tu parles du docteur Diarra? Il va dire à la docteur Diarra, alors, peut-être ça devient des biais d'information. Voilà, ça c'est le biais, ça c'est le biais. Mais là, pour éviter ça, on va voir tout ça, les biais d'information, les biais de collecte. Pour éviter ça, on fait un échantillonnage. C'est ça, si ça dit de faire, il y a deux types de méthodes, trois types, les méthodes complices et les méthodes non complices, n'est-ce pas? Et est-ce que l'individu qui a donné l'information, est-ce qu'il a été tiré au hasard ou bien il a été choisi? S'il a été choisi, on dit le résultat n'est pas généralisable. S'il est choisi, le résultat n'est pas généralisable. Mais s'il a été tiré au hasard, le résultat est généralisable. Si par exemple, tout de suite, je fais la formule de choix, je me donne 382 patients que je dois interviewer. Je m'arrête donc en ce moment, j'ai la liste de tous les patients qui ont passé au niveau de l'hôpital. Maintenant, je fais un tirage au sort de 382. Je vais aller interviewer ces 382 patients. Qu'est-ce que vous pensez du docteur Kama? Si ce qu'ils disent là, si les 80, la majorité disent ça, ça veut dire que ça c'est la vérité. Parce que tu les as tirés au hasard. Mais maintenant, si tu sais que Zaki a retiré la copine du docteur Diarra, et maintenant tu vas aller voir Zaki, pour que Zaki ne voit pas que Diarra l'a dit. Pour Diarra, non, à la critique, on tient, non, comment t'as dit? On va aller, on se retrouve à la copine, on va faire la voix. Mais donc, c'est pas la même chose, quoi. Donc, il ne va pas te faire au hasard. Il ne va pas te faire au hasard. Donc, on va voir ça, les études qualité, les études, les méthodes probabilistes et la méthode non probabiliste, les secondaires et les secondaires. Ça, c'est une leçon aussi à part et tu seras satisfait quand on va arriver là. Donc, on décrit les caractéristiques physiques d'une personne, on décrit les caractéristiques socio-économiques des personnes, comment ils vivent le social et leur économie. On décrit le comportement des personnes et on décrit aussi les connaissances des personnes, comme l'enquête CAP décrit donc la connaissance, le comportement, l'attitude et les pratiques. Et tu décris aussi les événements qui se sont produits dans une population donnée. Voilà, ça c'est des choses à écrire. Ensuite, donc nous sommes maintenant à l'étude analytique. On va passer, je n'ai pas sauté le trop. Ok, très bien. Donc, on a quitté maintenant les études descriptives, on vient à l'étude analytique. Les études analytiques visent à établir les causes, ou les facteurs de risque, ou les facteurs favorisants, ou les facteurs influençants, de certains problèmes en comparant deux ou plusieurs groupes, dont certains présentent le problème en question et d'autres pas. Tout de suite, je veux savoir le cas des Covid dont on a parlé. Je veux savoir les causes. Bon, on peut même laisser ça, on va prendre autre chose. On peut voir une maladie que vous connaissez, on va prendre l'exemple. Je veux savoir donc les causes du cancer des poumons. Les causes du cancer des poumons. Je veux me rassurer si réellement on dit que la cigarette cause le cancer des poumons, et c'est vrai. Et c'est réellement la cigarette entraîne le cancer des poumons. Donc c'est la cause. L'étude analytique, on parle de la recherche des causes, ou la recherche des facteurs favorisants, ou la recherche des facteurs de risque. Maintenant, en ce moment, je vais prendre quelques fumeurs. Je vais prendre donc toutes les personnes qui ont le cancer du poumon, et je vais voir est-ce que tous ces gens-là fumaient, ou est-ce que tous ces gens travaillent dans la cuisine. Maintenant, si je verrais qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ont le cancer du poumon, ils ne fument pas, ils n'ont jamais travaillé ni dans le charbon, ni dans la cuisine, ça veut dire qu'il y a la fumée n'a rien à voir avec le cancer du poumon. Mais si je vois que tous ces gens-là, soit ils fumaient, soit ils travaillent avec la fumée, ça veut dire dans ce cas, donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre. Et ça se fait avec des tests statistiques. On ne laisse pas sa tête comme ça et on regarde. On applique avec des tests statistiques avec des échantillons très spécifiques. Et nous allons développer. Donc, retenez que si l'étude descriptive vient, tu sais de faire le portrait d'une situation particulière donnée à un moment élevé, soit tu fais une étude des cas, tu prends un cas, donc un patient et tu décris. Soit tu fais une photographie d'une certaine des opinions ou d'une situation de manière instantanée qu'on appelle l'étude transversale. Quant à l'étude analytique, l'étude analytique n'est pas dans ça. L'étude analytique, c'est savoir la cause.
ou le facteur de risque, ou le facteur favorisant, ou le facteur d'influence. Quand on dit étude analyse souvent, pensez à la cause ou facteur favorisant. Étude analytique cause ou facteur favorisant, ça veut dire que tu veux démontrer une cause ou un facteur favorisant. Et en ce moment, tu es obligé d'aller avec des études pratiques, et tu es obligé d'aller avec des études pratiques, et tu es obligé par conséquent d'aller avec le test statistique. Ce sont les façons. Donc tu es dans les maths. Mais quand tu es dans la description, tu es dans la littérature. C'est pour ça que c'est plus facile. Ceux qui ne connaissent pas du tout les maths là, ils préfèrent aller là-bas. Donc ça veut dire que dans les études descriptives, on ne peut pas faire des tests statistiques. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'es pas là en train de montrer quelle est la cause des fois, quel est le facteur favorisant de quoi, quels sont les facteurs. Donc tu dis souvent, tu dis que tu vois, point final. Voilà, quand tu es fermé, ce n'est pas ton problème. Parce que souvent dans les tests, on voit que même les études transversales, ils font des tests statistiques. Voilà, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi dans tes connais. Merci pour ton intervention. C'est parce que et l'étudiant, et le directeur des tests, et les membres du jury, ils ne connaissent pas. Il était fait million. Il était à Maroc, il était fait million. Il était fait million. Donc maintenant, tu vois des cas comme ça. C'est ce qui fait que je dis que je suis prêt à faire ce travail-là jusqu'à minuit, tous les jours. C'est que je suis prêt à rester ces cours-là gratuitement parce que je pleure aux soutenances. Quand je présente les students, tu vois comment le gars là, le président même du jury, ou même le gars, il n'a pas même des titres universitaires très gonflés, professeur. Mais tu vois que le gars ne comprend même pas l'essence. Le soir, il doit dénigrer quelqu'un. Mais je vous parle avec des preuves que j'ai vues. Le gars même n'a pas compris même l'essence même de la recherche. Et il a des titres honorifiques. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Parce que je connais des gens et j'ai même vu ça souvent dans ces études transversales, on t'exige à ce que tu fasses des tests statistiques pour démontrer des choses dans l'intérêt. Je viens de comprendre tout de suite que c'est pas nécessaire. Tu vois? Dans la thèse, on met beaucoup de choses, on n'a pas d'explication. Non, tu n'as pas d'explication, le directeur lui-même ne comprend pas, le bon du jury ne comprend pas, donc l'ignorant enseigne l'ignorant doit évaluer l'ignorant, donc l'ignorant voilà le problème. Oui. Ça c'est considération. Lente. Voilà, lente. Donc, puis ceci prendre les notes. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Ok, donc c'est. Voilà, ils disent que c'est un peu rapide. Les moyens de lecture. Que c'est la vitesse inversement proportionnelle à l'aide degré de compréhension. Voilà. Donc, on va aller là-dessus. Donc, c'est là, pour les moyens de lecture, je reprends. Les études descriptives, c'est des études qui permettent de décrire, comme le nom indique, le portrait d'une situation particulière donnée. Et c'est là qu'on peut faire des études de cas ou des études transversales. Les études de cas, on va un patient et on décrit sa situation. Les études transversales, on va aller demander l'opinion, par exemple, des patients sur le niveau de satisfaction à être moitié donné. On dit voilà, aujourd'hui, 80% des patients sont satisfaits, donc du tel travail. Alors que les études analytiques, c'est pour savoir quelle est la cause du problème. Ou bien quels sont les facteurs favorisants, ou bien quels sont les facteurs de risque. Voilà la différence. Je pense aussi, par rapport aux études descriptives aussi, il y a une nuance aussi que j'ai vue dans les tests. Et j'ai eu des discussions avec des gens. C'est-à-dire, souvent, on dit que c'est une étude transversale descriptive. Donc, est-ce que ce n'est pas une répétition qui est là? Non, ce n'est pas une répétition. C'est pas une répétition. Souvent, les gens disent une étude transversale descriptive. C'est ici. Voilà. C'est ici quoi? Déjà, on a dit que les études transversales. Non, ce n'est pas une répétition, mon ami. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas descriptive et transversale, il y a descriptive et étude des cas. Si tu dis sur la transversale là, il faut que tu dises que c'est descriptive transversale. C'est pour dire que toi tu as compris. Pourquoi? Parce que il y a transversal encore qui est dans l'autre là, mais ça c'est transversal et comparatif. Je vais te montrer ça. Ah, ok. Voilà. Regarde ici. Regarde ici. Nous avons les études comparatives transversales dans les études analytiques. Comparatives transversales. Donc si tu ne dis pas descriptive transversale, si tu dis sur transversal, c'est quel type de transversal? Et c'est transversal descriptif ou bien c'est transversal comparatif? Voilà. Et c'est transversal comparatif, c'est analytique. Ça c'est le plus descriptif. Tu comprends? On va voir ça en détail tout à l'heure. Et tu verras la différence. Merci pour les questions. Bombardez-moi de questions. Tout ce qui tourne dans la tête là. Ça, soyez sûr, bombardez-moi sur moi. J'aime ça.
Ah, vous combattez pour amener des questions. Amener sur la question. Ça tombe dans la tête souvent. Même à rentrer sur Internet souvent, bombarder, moi j'aime ça, quoi. J'aime ça, j'aime ça. Ah, bombarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du coup, il y a comparaison entre deux ou plusieurs groupes présentant un problème. L'un présente le problème, l'autre ne présente pas le problème. Voilà. Donc, si tu veux connaître la cause, il faut savoir qu'il faut prendre un groupe qui a le problème, l'autre n'a pas de problème, pour savoir les problèmes. Est-ce que la cause là, c'est dû à celui qui a le problème? Donc, l'étude des cas témoins. L'étude des cas témoins, ici, on compare un groupe présentant un problème avec un autre appelé groupe de contrôle ou groupe de comparaison qui ne présente pas ce problème dans le but de découvrir les facteurs qui sont à l'origine du problème. Attention aux variables professionnelles là, intervenantes. On va voir les variables professionnelles différentes. Pour le moment, j'ai dit ces mots, mais je n'ai pas détaillé ces mots d'accord, pour des raisons pédagogiques. Mais pour dire que lorsque vous allez faire une étude des cas témoins, il y a des variables qui interviennent, qu'on appelle des variables professionnelles. Et ces variables-là, on va détailler ça un peu plus tard. Parce que c'est-à-dire que vous allez dire que vous prenez un groupe qui fume, un autre groupe qui ne fume pas, et vous essayez de prendre pendant un certain temps. Vous allez voir le groupe qui fume, là, il y a parmi ceux-ci, deux qui ont développé le cancer dans les poumons, et l'autre groupe qui ne fume pas, personne n'a développé. Mais attention, il y a des variables professionnelles. Ça veut dire qu'il peut y avoir certaines variables qui peuvent intervenir. Mais je ne vais pas détailler ça d'abord, parce qu'on va voir les différents types de variables. Ça, c'est aussi une leçon. Et là, on va détailler ça d'abord. Mais de mettre ça à l'esprit pour que vous sachiez qu'il y a d'autres des facteurs qui peuvent venir, qui ne sont ni vous, qui ne vont pas la cause, mais qui peuvent venir perturber un peu le résultat. C'est pour on dit confusionnel. Ça donne la confusion. Il y a des variables qui contrôlent aussi. Et on va voir tout ça après. Ça, c'est une autre leçon. On va les petit à petit. Les variables de l'extérieur. La vitesse est bonne. Tes amis de l'extérieur. L'extérieur. Ok, exemple. Exemple des variables confusionnelles. Parce qu'on va voir dans le détail, mais je donne un exemple du passage. La verbosité peut beaucoup pousser des gens à fumer. La cigarette cause du cancer, mais la nervosité est une variable confusionnelle. Le principal inconvénient de cet état d'effet réside dans la sélection du groupe de contrôle approprié. Pourquoi? Il a été démontré que plus on est nerveux, plus on a tendance à fumer. Voyez que les gens, les fumeurs, la plupart du temps, c'est les gens qui sont nerveux, la plupart du temps. À chaque fois qu'ils s'énervent, souvent, ils prennent la cigarette et ça les soulage. Donc maintenant, est-ce que c'est donc le cancer des poumons qui est dû au tabac, ou bien c'est la nervosité qui pousse à fumer et qui entraîne le tabac? D'autant plus qu'il a été démontré que tous ceux qui fument, 90% qui fument sont nerveux. Et quand ils sont nerveux, il y a quelque chose qui les énerve, ils fument. Et quand ils fument, longtemps c'est le cancer. Est-ce que ce n'est pas la nervosité là qui est vraiment même la base du cancer? Donc maintenant, la nervosité qui est la cause de la cause est appelée une variable confusionnelle. La nervosité qui est la cause de la cause. Parce que fumer, pourquoi le gars a le cancer de poumon? Parce qu'il fume. Pourquoi il fume? Parce qu'il est nerveux. Donc, maintenant, comme il est nerveux là, c'est la nervosité qui l'amène à fumer, et la fumée qui l'amène au cancer. Donc, on va dessiner ça ensemble pour permettre. Moi, il est étonnant encore là. Konaté. Quoi, Konaté? Tu peux nous passer ici là. C'est comment c'est pour ça? Hein? Oh, ça c'est de la position. Ah, d'accord, c'est bien. J'ai écrit, c'est moi qui ai écrit l'ordonnance de création de l'Office national de santé de la reproduction, le décret qui fixe les procédures de donation de l'Office, le cadre organique de l'Office. J'ai été défendre d'abord au niveau de l'Assemblée, puis j'ai été défendre au niveau du Conseil des cabinets élargis, j'ai été défendre aussi à la réunion interministérielle, et tout le papier maintenant jusqu'à la fin. Oui, le ministre m'avait recruté comme consultant. Non, vous, d'abord. Non, je n'avais pas de cabinet. Vous m'avez recruté comme ça comme consultant. Voilà, c'est particulier. Vous avez des assistants? Des assistants? Oui, j'ai besoin d'assistants, mais mon ami, tu veux venir, je rentre dans le groupe des assistants. Merci. La nervosité, enfin, le fait qu'il est nerveux, c'est ce qui fait qu'il fume la cigarette. Et le fait qu'il fume la cigarette, c'est ce qui fait qu'il a le cancer. Voilà.
Donc, la nervosité est appelée variable confusionnelle. Voilà, c'est la variable confusionnelle. Et donc, ici, la cigarette est appelée variable. On l'appelle. Donc, ici, c'est la variable. Le cancer, c'est la variable dépendante. Et la cigarette, c'est la variable indépendante. Donc, mais on va voir ça. Ça, c'est une leçon à part. On ne va pas oublier ça d'abord. Mais c'est pour vous donner seulement des goûts, des avant-goûts, avant qu'on y arrive. Ok. Voilà. L'étude catégorique. Une variable confusionnelle est une variable associée au problème et à une cause possible du problème. Associée au problème et à une cause possible du problème. Elle peut renforcer ou au contraire établir le lien apparent entre le problème et la cause possible. La cause du problème, le cancer, c'est le problème. La cause du cancer, c'est la cigarette, n'est-ce pas? Et la nervosité est associée au problème, donc c'est associé au cancer, et c'est associé en même temps à la cause du cancer. Parce que c'est parce qu'il est nerveux qu'il fume, c'est parce qu'il fume qu'il a le cancer. Donc, on a vu que beaucoup de gens qui ont le cancer des poumons, et aussi c'est des gens nerveux. Vous voyez, ça veut dire quoi? Mon répertoire. La nervosité est associée au problème et la nervosité aussi est associée à la cause du problème. Voilà. Donc le fait que la nervosité est associée au problème et la nervosité aussi en même temps est associée à la cause du problème, la nervosité devient une variable confusionnelle. Parce qu'on a vu qu'il est nerveux, c'est pourquoi il fume, c'est pourquoi il a le cancer, et on a constaté aussi que ceux qui ont le cancer aussi sont nerveux. Donc, il devient une variable confusionnelle. Il crée la confusion parce que tu as comme l'impression que c'est lui qui est la cause du cancer, alors qu'il n'est pas la cause du cancer. C'est la cigarette qui est la cause du cancer. Mais si tu ne vois pas, tu risques d'avoir la confusion. Vous voyez que ce n'est pas même la nerveux qui est la cause du cancer. Voilà. Parce que si tu es nerveux et que tu ne fumes pas, tu n'auras pas le cancer. Voilà. On peut être nerveux et ne pas fumer. Tout 100% des nerveux ne sont pas fumeurs. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la nervosité est la cause du cancer, mais c'est associé à la cause du problème et associé aussi au problème. C'est compris? Donc, pour eux, ici, c'est le croisement qui te permettra de démontrer scientifiquement. Exactement. Lorsque tu vas arriver, on va arriver au stade statistique là, on va développer ça. Tu verras que quand tu fais le croisement, tu verras qu'il y a plutôt un lien statistique entre la science et le cancer, et non des liens statistiques entre la nervosité et le cancer. Voilà. On peut faire la photo pour avoir. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Juste une question. On dit que c'est un avant-goût. Mais je voudrais savoir, dans ce cas, dans une étude qu'on veut mener, quelle est la bonne démarche qu'il faudrait suivre pour minimiser, c'est-à-dire l'impact des variables confusionnelles. Oui. Donc, vous avez la question. Il dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser l'impact des variables confusionnelles? Pendant les collectes, il faut amener beaucoup d'échantillons, non seulement les fumeurs et les non-fumeurs. Il faut associer tout ça là pour que ça peut éviter, n'est-ce pas, pour minimiser les valeurs confusionnelles. C'est quel nom? C'est docteur Oumar. Oumar? Oh oui, Oumar. Mais il y avait Oumar, tu as vu, Mamadou Benetta les écrits couramment, il y a Oumar et la calebasse. Est-ce que tu as vu ça? On a vu ça? Il y a Oumar du Benetta les écrits couramment, troisième année fondamentale, Oumar et la calebasse. Oumar, c'était un monsieur dans Mamadou Benetta. Oumar avait faim. Sa femme avait faim, ses enfants avaient faim. Oumar est parti en brousse, tellement qu'il a faim, il commence à dire j'ai faim. Et tout à coup, soudain, Oumar attend quelque chose qui crie. Oumar regarde dans cette buisson, c'est une calebasse qui est là-bas. Oumar dit, c'est la calebasse. Il prend la calebasse dit, dis-moi si tu veux, je te donne ça. Oumar, comme il avait fait là, il dit, remplis-toi de couscous. La calebasse s'est remplie de couscous. Oumar a mangé. Il dit, non, c'est bien. Il amène dans sa famille et il dit seulement à la calebasse, remplis-toi de riz, remplis-toi de viande, remplis-toi de lait.
Donc la calebasse se remplissait souvent d'aliments parce qu'Omar demandait souvent des aliments. Parce qu'Omar avait faim. Maintenant, de l'histoire, c'est propagé de bouche à l'oreille jusqu'à aller tomber dans les oreilles du roi. Et le roi a vu qu'il y a une calebasse. Omar a une calebasse. Tout ce que je demande, la calebasse s'est remplie. Mais Omar ne demandait qu'à la calebasse à le manger. Le roi est parti prendre la calebasse avec Omar. Il n'a pas droit à ça. Toi, tu demandes souvent à manger. Donc, et le roi a donné la calebasse dans son pendant. Et le roi a demandé la calebasse s'est remplie d'or. Et la calebasse s'est remplie d'or. Il dit qu'on a perdu. Omar n'est pas intelligent. Il demande souvent à manger. Il faut demander de l'or avec cette communauté pas finie. Donc, il a rempli l'or jusqu'à remplir une maison. Maintenant, un jour, Omar, la faim est tombée dans la famille de Omar. Omar est tout en rouge. Il n'a pas le choix. Il a commencé à parler de son problème. Et tout à coup, il est encore dans le buisson. Il y a un bébé qui appelle encore Omar est venu sur moi. Il a vu que c'est une pierre. Quoi. Il dit non, mais c'est bon, tu passes c'est une pierre. La pierre s'est levée pour faire un coup sur Omar. La pierre dit tu apprendras désormais que mon nom est une pierre. Et Omar a commencé à dire et il dit d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé avec toi. Donc, tu dois mettre chez le roi et je vais résoudre ton problème. Omar a pris la pierre là, il l'a amené chez le roi. Il dit ah, monsieur le roi, je viens de t'apporter un cadeau plus important que le cadeau. Ah bon, Omar a développé, enlevé la pierre et la donné au roi. Le roi dit mais quoi? Ça c'est une pierre? Oh, la pierre a fait sur le roi, boum, le roi est tombé. Ah, il veut déjà pour le roi est tombé, c'est quoi que c'est la pierre? Tout est dit pierre là. La pierre ne fait que casser les crânes. Quoi. Et tout le monde était à terre, on va appeler sa calebasse et il est retourné à la maison. Et c'est ce mois qu'on va commencer à demander de l'or. Il a dû demander à manger. Il a compris qu'il faut chercher de l'or. Voilà l'histoire de l'histoire. C'est l'histoire de Omar et la calebasse. Et c'était un vrai mot? C'est un malheureux. Là, c'était un Konaté. C'était vraiment un malheureux, tu as bien compris. C'était un dialogue. Voilà, vas-y, va y coller. Il y a des conclusions il faut tester l'enquête. Par exemple, quand tu vas mener une enquête de grande envergure, il faut déjà cibler, tester les questionnaires tout de à ce moment, ça va t'orienter à éviter ces erreurs. Très bien. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit est vrai. Et aussi, lorsque tu mets dans le logiciel SPSS ou bien EPFO et tu fais le croisement, tu verras qu'il n'y a plus de lien significatif entre la cigarette et le cancer. Et il n'y a pas de lien significatif entre la nervosité et le cancer. Et pourtant, déjà, on parlait du cancer lors des enquêtes. Et tu verras directement que non, ce n'est pas la cause, c'est l'équivalent professionnel. Ça donne la conclusion d'un tel, mais ce n'est pas la cause. C'est le test qui va te demander, ce n'est pas les hypothèses. Voilà, les hypothèses. OK. Alors, professeur. Comparatif transversal. Alors, professeur. L'étude descriptive transversale, étude comparative transversale. L'étude comparative transversale est une étude analytique et l'étude maintenant est descriptive transversale est une étude descriptive. Voilà. Elles sont rapides et peu coûteuses. Cependant, le nombre de stratifications est limité par l'importance de l'étude. Donc, c'est parce que tu vas aller avec la méthode aléatoire, la méthode probabiliste. On va voir les différentes techniques, les différentes méthodes. Il y a deux grandes méthodes en échantillonnage que nous allons voir. Il y a la méthode probabiliste et la méthode non probabiliste. Et on y a aussi, comment on appelle, le tri à plat. Quels sont les gens qui doivent exposer j'avais dit d'ajouter le tri à plat. J'avais envoyé le message pour ajouter. Alors, professeur. Voilà, j'avais envoyé un message pour dire qu'il faut ajouter ça. Le tri à plat, c'est une méthode de tri à plat. Il faut ajouter ça, écrire ça pour les envoyer ça. Cela envoie ces messages depuis longtemps. Il faut qu'ils exposent le tri à plat. Allô, professeur. Le tri à plat. Allô. Il faut les envoyer par SMS. C'est déjà envoyé. Voilà. Donc, tous ceux qui doivent exposer le tri à plat. Ceux qui doivent exposer l'échantillon, ça rentre dans l'échantillonnage, le tri à plat. Voilà. Très bien. Parce que beaucoup de gens font ça. Alors que c'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées sur le plan des machins. Donc, l'étude comparative transversale, c'est des études rapides et peu coûteuses. C'est pendant le nombre de transactions est limité par l'importance de l'étude. Donc, on fait peu de stress. Donc, et dans les études probabilistes, il y a la stratification. Donc, vous avez compris, ça veut dire quoi? Tu vas prendre. Je prends l'exemple tout de suite. Tu prends au hasard quelques médecins, Gabriel Touré,
au hasard quelques infirmiers à Conakry, et après tu prends au hasard quelques médecins à l'hôpital du Mali, au hasard quelques infirmiers à l'hôpital du Mali. Et tu sais de comparer maintenant la qualité des prestations. C'est le même nombre, 10 médecins là-bas, 10 médecins ici, la qualité de leurs prestations. Ou bien les malades qu'ils ont consultés, tu vas les interviewer, les malades, pour voir leur niveau de satisfaction. Tu vas prendre les 100 malades qui les 10 sont consultés, 100 malades qui les 10 sont consultés, tu vas interviewer les 100 malades pour voir maintenant qu'est-ce que les malades pensent de cela. Et si les décès de l'hôpital de Conakry sont beaucoup plus appréciés, ou bien c'est ceux de l'hôpital du Mali. Et les infirmiers aussi, et les sages-femmes aussi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à ce moment, tu vas faire une étude comparative transversale. Voilà. Donc tu compares les différents lieux, et maintenant de manière instantanée et au même moment avec les mêmes salaires. Voilà. Alors que de l'autre côté, tu ne compares pas, mais tu fais une étude, comment dire, c'est ce que tu décris sur le moment. Voilà. Alors, professeur. Il s'agit de suivre pendant longtemps deux groupes. Un prenant le produit et l'autre non. Et à la fin de la période, comparer les deux. En français facile. Ça constitue le seul moyen d'établir les liens de cause à effet. Cependant, elle nécessite plus de temps que les études cas témoins et sont fortes à main d'œuvre, donc plus coûteuses. J'aime beaucoup les études de fortes. Tu vois, tout de suite, tu vas prendre un groupe de malades, il y a un nouveau médicament, tu le donnes. L'autre groupe là, tu continues à donner l'ancien médicament. Et tu essaies de voir l'évolution de la maladie qui va être dans les deux groupes. Pour voir effectivement est-ce que le nouveau médicament là est plus efficace que l'ancien. Voilà, si ceux qui ont reçu le nouveau médicament sont plus vite guéris, tous guéris, et que les autres là continuent toujours à avoir des séquelles, ça veut dire que l'autre, mais il faut qu'ils aient, si c'est le cas de la santé, il faut qu'ils aient ici, ici, qu'ils soient d'accord. Il ne faut pas faire des tests à l'air dessus, il faut qu'ils soient d'accord. Voilà. Et vous entendez les intervenants. Ah, ah bon, mais nous on n'a pas. On n'entend pas. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous parlez par la Allô, professeur. Oui, comment allez-vous, Hervé? Oui. Et Akai? Ah, maintenant, oui, ça va, ça va. Est-ce que ça caille Akai? Oui, ça va, ça va. Ah d'accord, si ça ne caille pas Akai, c'est... S'il vous plaît, vous pouvez revenir 2 diapositives en arrière si c'est possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Ici, voilà, ça. Voilà, Ici, voilà, c'est là, c'est là. Voilà, la phrase là, elle peut renforcer ou contraire, affaiblir les liens entre apparent entre les problèmes et une cause possible. Si vous pouvez nous l'expliquer un tout petit peu. Voilà, j'ai dit, quand tu prends la nervosité comparable confusionnelle peut renforcer le lien entre la cigarette et le cancer des poumons. Parce qu'il a été démontré que, généralement, ceux qui ont le cancer des poumons, c'est les fumeurs, et ceux qui fument sont nerveux. Mais il y a des cas aussi où il peut y avoir un autre cas où la nervosité allait au contraire réduire le lien entre la cigarette et le cancer. Mais ce n'est pas dans notre cas. Notre cas, ça renforce le lien apparent entre le problème qui est le cancer des poumons et la cause possible qui est la cigarette. Donc ça, c'est la nervosité. Mais il peut y avoir aussi certains cas où ça diminue le lien entre les deux. Mais dans notre cas, là, nous avons une variante confusionnelle qui renforce le lien entre la cigarette et le cancer des poumons. On est ensemble? Oui, oui, professeur, je comprends, oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a remarqué que ceux qui ont le cancer des poumons, c'est les gens qui fument. Et ceux qui fument, c'est les gens qui sont nerveux. Donc ça veut dire que la nervosité a un lien avec le cancer des poumons. Donc ça veut dire que ça renforce le cancer des poumons parce que plus on est nerveux, plus on fume, et plus on fume, plus on a le cancer. Donc ça renforce. On peut aller? Oui, professeur, on peut aller. De l'extérieur. Depuis la première capitale du Mali
qui s'est déplacé à Congo en 1908 à cause de la chaleur. Parce que les Blancs qui on a inauguré notre deuxième pont. Oui, les Français qui voulaient en grand nombre et ils ont décidé maintenant de changer la capitale. Ils avaient le choix entre Bamako et Ségou. Donc, Ségou était une grande ville et Bamako était un village constitué de 600 personnes. 607 personnes précisément. Et quand ils sont partis à Ségou, il faisait plus chaud qu'à Bamako. Bamako, il y avait la forêt. Ils ont dit qu'il y avait la forêt, il y avait la colline. Et comme ils n'étaient pas sur d'eux-mêmes, ils ont dit qu'à cause de la colline, on peut monter sur la colline et on voit les ennemis venir parce qu'ils n'avaient pas encore fini avec la troupe de Samouri. Et donc ils ont dit d'accord, on va continuer, on va monter sur la colline. Et c'est comme ça maintenant qu'ils sont montés sur la colline et la colline de Koulouba a été grillée. Mais c'est la chaleur qui les avait chassés. C'est la chaleur qui les avait chassés. Un cours supplémentaire. Voilà. Parce qu'ils ne faisaient que mourir. Quand un blanc venait sur il mourait à cause de la chaleur. Soit il faisait le Mali, soit il fuyait. Donc ils ont dit non, on va continuer. Voilà. On peut aller? Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Voilà. C'est la mesure de la recherche. Oui. Alors, professeur, bonjour. Oui, je t'écoute, bonjour. Voilà. En fait, je voudrais poser une question. Oh, oui. Voilà, maintenant, je voudrais savoir, c'est au moment de la rédaction du protocole même en question que nous allons définir les variables dépendantes ou indépendantes, ou bien c'est au moment de l'analyse et lorsqu'on va faire des tests statistiques, nous saurons que ces variables-là sont dépendantes ou pas. Depuis le premier jour, tu commences par d'abord savoir ça. Parce que c'est ça même ton thème. Ton thème même va te dire quelle est la variable dépendante, la variable indépendante. Quand tu dis pendant, je veux savoir l'impact des rayons solaires sur la virulence de Covid-19. Donc ça veut dire que le rayon solaire, variable indépendante, incident du Covid-19, variable dépendante. Depuis le sujet même, depuis le titre, ta variable dépendante et indépendante sont déjà placées. Depuis le titre même. Donc, bon, maintenant, cela m'amène à une autre question. Commencer à traiter les données que les variables provisionnelles vont sortir. Maintenant, l'exemple que vous avez pris concernant les variables confusionnelles, par exemple, les cas de la nervosité. Maintenant, comment on sait que c'est pas l'effet de fumer et aussi qui peut amener la nervosité? Parce qu'on ne connaît pas leur histoire avant d'être des fumeurs. Est-ce que ces personnes-là étaient nerveuses avant de commencer à fumer? Oui, c'est justement dans les questionnaires là, on doit les poser la question, quand est-ce que tu as commencé à fumer? Est-ce qu'avant de commencer à fumer, toi tu étais nerveux? Est-ce qu'avant de commencer à fumer, si tu t'énervais là, qu'est-ce que tu faisais? Voilà. Ça c'est dans les questionnaires. Dans les études de collecte des données. On peut même poser la question, pourquoi tu fumes? Et voilà, on peut poser la question, pourquoi tu fumes? Qu'est-ce qui te pousse à fumer? Il va te dire que je fume parce que quand je suis nerveux, je suis obligé de fumer. Voilà. Et c'était toujours comme ça avant que tu ne commences à fumer. Et si tu étais nerveux avant, qu'est-ce que tu faisais? À partir des questions, maintenant, donc, on décrit. Voilà. On se présente, quand vous parlez, vous présentez parce que j'ai envie de savoir quand même avec qui je suis en train de. Il y a un management, un principe qu'on appelle le principe du refus de l'anonymat. Le principe du refus de l'anonymat. C'est-à-dire qu'il faut appeler l'être humain par son nom. Le principe du refus de l'anonymat. C'est un principe en management, le principe du refus de l'anonymat. Il ne faut jamais dire ah oui, voilà. Donc, il faut dire ton nom. Si la personne s'appelle Sauzat, il faut dire Sauzat ou Sauzat. C'est ça. Oh, c'est ça. Il faut appeler l'être humain par son nom. C'est difficile de retenir beaucoup de noms parce que moi j'enseigne, j'ai 5 heures de cours minimum par jour et je suis devant des amplis de 1000 places, donc on ne peut pas demander le nom de tous ces gens. Mais ceux qui demandent la parole, parfois j'essaie d'appeler, de répéter, d'appeler la personne par son nom. Mais vous n'êtes pas très nombreux en résidentiel. Je pense que quand vous présentez chaque fois, ça permet de tenir la nom. Le projet ici, dans ce cycle de management, est-ce que si tu ne connais pas le nom de quelqu'un, pour ne pas le vérifier, quel est le nom approprié? Tu demandes son nom, monsieur, s'il te plaît. Il y a des gens, parfois, ils collaborent avec des gens, ils ne demandent pas le nom des gens. Oui. Et après, au bidin, il a fait 4 il faut le demander. Non, il faut, non. Au contraire, si tu demandes, ça veut dire que tu t'intéresses à la personne. Excusez-moi, j'ai oublié mon nom, ça veut dire que tu t'intéresses. Sinon, tu ne t'intéresses pas, tu vas dire, c'est pas mon problème. Voilà. Voilà, de ça, non.
Oh. Ouais, parfois même, une fois, il y a un griot qui criait souvent là, il a regardé souvent, il dit que peut-être moi je suis Diawandon, là, donc il a donné un nom Diawandon. Il dit que si toute personne qui est un peu noire avec un nom comme ça, et vu qu'il doit, comme les Diawandon là, c'est les gens qui ont de l'argent, maintenant ni crier là, donc, il va voir dit, il là. Il avait dit qu'il y a des aussi, quoi. Il y avait des noms homologués. Donc les gens appellent le Wolo. Donc les griots Adam, Wolo, soit Adam, Game. Il a commencé à créer des lots d'un maraîcher de monsieur. Il dit Wolo, il game. Il game. Donc maintenant il a dit maintenant. Mais tout le monde se vaut pour retirer l'argent. Donc c'est J. Ok, on peut continuer. Ok, maintenant les inconvénients majeurs des études de cas et de cohortes, disons, résident dans l'identification de tout cas de la population à l'étude, particulièrement si le problème présente une faible incidence, et dans l'incapacité de contrôler toutes les personnes visées par l'étude pendant plusieurs années en raison du déplacement des populations. Si tu dois faire une étude de cas, par exemple, sur une population, et pendant plusieurs années, il est difficile. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que tu as le temps de suivre tous les déplacements des gens. Il peut y avoir beaucoup de filmés, ou au fil du temps, quelqu'un même peut décider de se retirer de l'étude. Ça peut perturber un peu. Donc, c'est pour ça que c'est très coûteux. Mais quand si tu arrives à faire et que tu arrives à. L'échantillon arrive à. Les individus de l'échantillon arrivent à accepter de suivre pendant toute la durée, tu vas avoir des résultats spectaculaires. Mais il faut attendre que les gens peuvent se déplacer, les gens peuvent se retirer au fil de l'étude. Voilà, ou bien quelqu'un même peut décider pour dire que non, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Ou bien même il peut avoir une faible incidence. C'est-à-dire que l'élément que tu veux étudier, le groupe que tu as choisi là, il y a une faible incidence du facteur là, sur le groupe. Et finalement, ça va te créer des pieds. Voilà. Ensuite, tu veux étudier comment dire, le cancer, ou bien par exemple la cigarette, tu vas un groupe, le groupe n'arrive pas à développement du cancer, il y a une personne qui développe. Ou bien il y a une seule personne qui développe, et à un moment donné, ça fait des problèmes. Alors que tu as voulu suivre des personnes qui fument pendant une certaine période. L'autre type d'études dont j'avais parlé, l'expérimentation qui constitue à deux types, il y a la quasi-expérience et l'expérience totale. Donc, l'expérimentation. Le chercheur agit sur une situation et mesure les effets de son influence. Il agit sur une situation et mesure les effets de son influence. Donc, il amène par exemple les souris au laboratoire et il essaie d'injecter le vaccin contre la COVID-19 pour voir maintenant est-ce que ces souris-là qui ont les mêmes organismes, qui ont le même corps que nous, là, est-ce que ces souris-là n'ont pas de problème. Voilà. Habituellement, deux groupes sont comparés. L'un où l'intervention est comparée et l'autre qui demeure intacte. C'est ce que l'Afrique du Sud a fait avec le vaccin que le Mali a commandé là. L'Afrique du Sud avait commencé à faire la vaccination. Ils ont fait donc une étude expérimentale avec deux groupes. Maintenant, en donnant le vaccin à un groupe et ne pas donner le vaccin à l'autre groupe. Et à la fin, ils se sont rendus compte que le taux du cancer est de 27%. Mais le Mali avait déjà commandé. Je ne sais pas si ils ont arrêté. À ce moment-là, ça ressemble un peu à un cas témoin. Voilà, donc mais la différence de cas témoin, effectivement, c'est un cas témoin, mais si c'est parce que c'est le cas témoin de l'expérience. Voilà, donc toi-même, tu prends les individus et tu fais l'expérience sur les individus. Voilà. C'est de 27%. Le taux de guérison? Oui. Le taux d'immunité. Le taux d'immunité. C'est le vaccin du Non, c'est le vaccin anglais. C'est le vaccin anglais. Et puis Pfizer? Voilà, le vaccin anglais. C'est Astra, non, c'est le vaccin anglais. Et c'est un vaccin qui peut se conserver à une température simplement. Contrairement à tout vaccin, il faut 80, 40, 60 degrés. Ok, donc c'est le type d'étude qui puisse prouver l'existence des liens causables. Donc c'est là, on dit, je reprends, le chercheur agit sur une situation. Il mesure les effets de son influence. Habituellement, deux groupes sont comparés. L'un où l'intervention est comparée et l'autre qui demeure intact. Et c'est le seul type d'étude qui puisse prouver l'existence des liens causables. Quand tu fais ça, tu fais de l'expérience. Il y a un premier groupe, tu leur donnes le vaccin contre le COVID-19. L'autre groupe, tu ne donnes pas le vaccin contre le COVID-19 comme l'étude du cas, mais cette fois-ci au laboratoire. Maintenant, lorsque ceux qui ont reçu le vaccin, après maintenant, tu les injectes, ceux qui ont reçu le vaccin, tu injectes le virus là, et tu vas voir maintenant s'ils vont développer la COVID-19 après. Si depuis aucun d'entre eux ne développe la COVID-19, ça veut dire que le vaccin est 100% bon.
Et c'est pourquoi on dit que c'est ça, c'est le seul type d'étude qui peut trouver à 100% l'exemple des liens causaux. L'expérience. C'est pour aussi l'autre là était là aujourd'hui. J'allais discuter avec lui sur certains points, mais prochainement, voilà, on va dire qu'il y a un ici. Ok, l'étude expérimentale. Les personnes sont réparties au hasard entre au moins deux groupes. Elles se fait l'objet d'une intervention ou d'une expérience. Les résultats des interventions sont obtenus par la comparaison des deux groupes, effet de l'intervention sur la variable dépendante ou sur le problème. On va voir, on peut aussi faire une intervention et on va voir l'autre groupe ne reçoit pas aussi l'intervention et on va voir est-ce que l'intervention a eu un impact sur le groupe. Il y a trois caractéristiques dans l'étude expérimentale. Première caractéristique, c'est l'intervention. Deuxième caractéristique, c'est le contrôle. Troisième caractéristique, c'est le hasard. Si vous vous rappelez bien, on avait fait un schéma, on avait dit expérimentation, il y a trois types. Il y a intervention, il y a contrôle, il y a hasard. Vous vous rappelez en bas? J'avais dit comme ça, quasi-expérimentale et expérimentale. Dans l'expérimentale, il y avait trois. Hein? Il y avait intervention, il y avait contrôle et il y avait hasard. C'est ça qu'on va expliquer tout de suite. Et comme je connais, avec posé, peut-être qu'on pose des questions avant qu'on arrive. Donc maintenant, plus on arrive, plus lui sort. Bien, donc on peut pas continuer. Ok, maintenant, intervention. L'intervention soumet l'un des groupes à une intervention. Ça veut dire quoi? Il y a un groupe pour lequel tu soumets à l'intervention. Toi-même, tu interviens sur un groupe. Tu interviens, il fait l'objet. Voilà. Maintenant, le contrôle constitue un ou plusieurs de groupes de contrôle qui comparent au groupe expérimental. Donc, il y a un autre groupe qui est là, comme le cas témoin là. Il y a un groupe de contrôle maintenant que tu vas comparer au groupe maintenant où on fait l'expérience. En socio-anthropologie, non, c'est lui, Zaki, socio-anthropologue. En socio-anthropologie, il y a des cas d'excellence aussi que je peux vous montrer. Comment il y a beaucoup de savants qui ont travaillé sur. Ils font aussi en socio-anthropologie des expériences. Mais malheureusement, nous, nos socio-anthropologues, ne font pas de l'expérimentation. Ils se contentent la plupart du temps de vivre les trucs des gens. Alors qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire de l'expérimentation là-dessus. Je vais te donner beaucoup de cas d'exemples. Voilà. Il y a le hasard. Le chercheur affecte aléatoirement les sujets au groupe de contrôle et au groupe expérimental. Cette fois-ci, il tire au hasard un groupe, et ce groupe-là, il va nous donner les vaccins. Il tire encore au hasard un autre groupe, et il dit que le groupe ne veut pas le vaccin. Mais il va les contrôler. Hein? Il va les contrôler pendant tout le temps pour voir qu'ils sont tirés au hasard. Parce que tirer au hasard, c'est différent que lorsque vous êtes dans l'intervention, on ne tire pas au hasard. L'intervention, c'est une population qui est là, on demande des volontaires. Et les volontaires, ils sont d'accord qu'on les fasse le vaccin. Ils viennent maintenant ici, et maintenant, on les donne le vaccin, et on va voir aussi le vaccin, et j'ai agi sur eux. Alors que dans le hasard, on vient maintenant, on regarde une population et on tire. Et quand on tire maintenant, on dit que vous êtes retenu pour nos espérances, et vous êtes d'accord. Maintenant, on retire, si on a besoin de 100 personnes, on va tirer au hasard 300, en disant que 200 peuvent refuser. Et maintenant, les 100 qui acceptent là, maintenant, et on les donne le vaccin. Donc, on est dans le hasard. Et si ça nous donne dans le hasard, on dit que généralement le résultat est encore nul. Parce que déjà, on s'est dit au hasard. Voilà. Ok, ce n'est pas tout. Par le hasard, le chercheur élimine l'effet des variables confusionnelles. Si c'est tiré au hasard, on a la chance que l'effet des variables confusionnelles soit éliminé. Des variables qui peuvent influencer positivement ou négativement sur le sujet, si les gens sont tirés au hasard, on a la chance que ça soit éliminé. C'est ça l'intérêt de tirer les gens au hasard. Les gens sortent là, ils veulent une pause, vous voulez une pause? Et 14h, c'est pas possible. Le 14h. 14h11. Ah oui. Ok, donc on va arrêter là. Comme les pays d'Alger. Non, c'est pas fini. On va arrêter. Comme les pays de maintenant ne plus pas. Tu attends, il dit que les feux de maintenant ne plient pas. C'est pourquoi ils sont sortis 60%, vous avez pris parce que. Ah, d'accord. Il y a un petit but qui est là. Ah, c'est pas possible. Non, à partir du moment où on a commencé à construire des mosquées chez les bobos, dans le pays bobo, à Maniakui, à Benana, à Wang, et à Toumia. Non, quand même, ça, il a déjà tout dit. Ok.
Ok. D'accord, donc la séance est levée. On se reprend le cours prochain. Merci beaucoup. Merci. Oh. C'est bien, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous voulez être à la fin de cette formation. On va chercher, on va demander 3 heures. Ouais. Vous pouvez demander 3 heures comme ça. À 10 heures là, quand je suis dedans là, tellement que je trouve que c'est sérieux, la notion d'heure là, j'ai trouvé ça. 10 heures là, c'est suffisant. C'est vraiment pire. On était tellement chaud déjà, on était déjà enrôlés. Il y a le monsieur qui dit quand on va l'anglais, il y a des anglophones qui sont venus demander que if you go full. Oui, j'ai déjà fait moi, je dis que tu peux voir le lien entre la santé publique et ta société et tu seras peut-être le privé en fait comme manière. Le lien entre la santé publique et ça c'est intéressant. Tu peux faire quelque chose comme ça. Par exemple, tu peux prendre une situation de santé publique et tu vas point de vue socio-anthropologue. Le problème de santé. On peut faire une demande comme ça, réfléchissons moi. Ça peut être intéressant. D'accord, on va voir ça, il n'y a pas de problème. Non, ça, il n'y a pas de problème. On essaie à expliquer. Mais je faisais ça. Non, c'est tout. Depuis la fois on faisait les vacances à l'école. Non, il n'y a pas de problème. On va attendre le coup prochain. On vient qu'on a fait. Oh, il y a beaucoup. On va voir. La semaine prochaine. C'est déjà fait. Ah, on attend la semaine prochaine. Parce qu'on me donner voilà, donc quand je suis là maintenant, on va se plaire ensemble. Voilà. Merci. Oui, il n'a pas appelé ma